Alors, impact, ça veut dire initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. Donc, c'est un réseau qui regroupe 13 associations et en fin de compte, 50 structures régionales ou antennes locales. Donc, ce réseau a été créé pour encourager la transition agroécologique, reconnecter les citoyens et les agriculteurs, favoriser l'installation et la transmission des fermes, participer à des projets de territoire et accompagner les projets individuels ou collectifs de transformation ou de commercialisation. Et les différentes associations qui en font partie, il y a l'ADR, il y a la biodiversité, il y a les SIAP, c'est-à-dire Champs du Partage, Coaction, l'ADR, la MAB, les CIVAM, Terre de Liens, Access. Et je passe maintenant la parole à Claude pour qu'il nous explique pourquoi nous avons choisi de faire ce webinaire sur la méthanisation. Oui, bonjour à tous. Alors d'abord, je voudrais excuser mon collègue Didier Loriot, qui était chargé d'organiser ce webinaire et d'animer, mais il est pas bien, donc il ne peut pas participer. Donc je vais essayer de le remplacer au PV. Bon, en fait, on en est venu à cette question parce qu'on traite, on a pris l'habitude à Impact de traiter des sujets sur 2 années consécutives. On a travaillé sur l'installation, transmission, et là, on était depuis 2 ans sur la question du climat, du changement climatique et de l'adaptation au changement climatique. Et du coup, on a fait un travail d'inventaire des pratiques sur toute la Nouvelle-Aquitaine, donc qui parle beaucoup d'évitement, c'est-à-dire de la sobriété en fait, de consommer le moins possible de carbone. Après, de stockage aussi, à travers des pratiques de prairies, de haies, d'agroforesterie. Et puis donc des pratiques d'adaptation, parce que malgré tout, on est déjà soumis à quand même pas mal de changements à niveau climatique. Voilà, donc après, il nous restait donc à traiter en fait de la partie de la production, quoi. Est-ce que l'agriculture peut produire de l'énergie? Et du coup, il y avait, il y a plusieurs façons de faire, donc qui sont souvent mises en avant. Donc, et notamment la méthanisation faisant partie de ces solutions. Ça peut être aussi le photovoltaïque sur les toits des bâtiments agricoles, ou même sur les terrains maintenant avec la grille photovoltaïque. Il y a des choses à dire aussi. Éventuellement comment ça s'appelle, l'éolien aussi. Et donc là, on voulait quand même parler précisément de la question de la méthanisation pour un peu faire la part des choses entre ce qui est peut-être acceptable comme pratique de méthanisation et puis ce qui est vraiment condamnable par le fait que euh, que ça prend une bonne part des terres nourricières, que ça favorise quand même l'agriculture industrielle en grande partie. Voilà, donc on se pose quand même des questions là-dessus. On n'est pas forcément très très informés, nous, parce qu'on ne la pratique pas. On voit ce qui se passe un peu autour de nous, mais on n'est pas très très calé. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'informations plus précises. Voilà. Bon, je pense que pour l'instant, ça devrait suffire pour introduire. Voilà. Donc je passe la parole à Régine qui va entamer le sujet. Ok, merci. Donc, merci à vous d'être là. Donc, je suis désolée que Didier soit pas là parce qu'en fait, c'est par lui que je suis arrivée jusque chez vous puisque on se fréquente dans le cadre d'une autre liste. Alors, j'en profite tout de suite parce que sinon, après, je risque d'oublier Daniel Châtaignier est parmi nous, là. Donc, et j'ai proposé à Daniel. Alors, Daniel participe beaucoup organise beaucoup de webinaires. Et en particulier, il n'y a pas longtemps, dans le cadre des webinaires organisés en collaboration avec l'ADEME, il est intervenu. Malheureusement, il ne peut pas prendre la parole, là, donc je me fais sa porte-parole. Il est intervenu pour France Nature Environnement Lorraine sur un webinaire qui ne ressemble pas. Il y a des pans communs entre ce qu'il fait et ce que je fais, mais moi, j'axe vraiment sur mon passé, mon présent agricole. Donc, allez regarder ces webinaires. Par ailleurs, on a un autre webinaire qui va être en ligne incessamment. C'est
la même chose que ce que lui a fait pour France Nature Environnement Lorraine, mais du coup, nous, on l'a fait pour la Bretagne et ça va bientôt être en ligne aussi sur le site de FNE Bretagne. Et c'est encore une autre version de webinaire tous ces webinaires sont très complémentaires. Donc, si cette question vous intéresse, et elle doit intéresser tout le monde parce pour moi, elle est gravissime et c'est pas Daniel qui va me dire le contraire. Il faut vraiment entendre tout ce qui peut être dit sur la question. Voilà, donc Daniel, tu ne peux pas me répondre, et tu peux me répondre par écrit, mettre le lien, puisque ton webinaire, enfin le webinaire que vous avez fait avec un juriste est en ligne, juste mettre le lien pour que les gens puissent l'enregistrer et aller voir après. Donc, bon, moi, je ne suis pas comme Daniel, je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice. J'ai fait une fois, plus la dernière fois pour FNE Bretagne, donc je suis encore un peu débutante dans ce genre d'activité. Et d'autant plus débutante que je suis encore en recherche, c'est-à-dire moi je me suis posé beaucoup de questions sur la méthanisation et je vais revenir dessus. Et je dois dire que là, j'arrive un peu au bout d'un parcours initiatique qui désormais m'a apporté presque toutes les réponses que je cherchais, mais souvent c'est moi qui ai dû me les apporter parce que je ne les trouvais pas chez les interlocuteurs là où j'allais voir. Et donc, bon, voilà, c'est l'état d'un travail à un moment donné que je vous présente et vous allez voir que peut-être sur le webinaire, il y a des diapos qui ne sont pas encore bien fignolés, qui sont encore un peu trop confuses, enfin, etc. Voilà, je m'en excuse par avance, mais bon, je pense que ce ne sera pas trop gênant. Alors, moi, je vais vous raconter mon parcours. Donc, je suis ingénieure agronome. Je suis économiste, donc j'ai fait, après avoir fait AgroParis, ce qu'on appelle AgroParisTech maintenant, quel horrible nom, de mon temps ça s'appelait Institut National Agronomie de Paris-Grignon, c'était quand même plus joli, il y avait le mot Grignon dedans, c'était très bucolique. Et donc je suis allée à Dijon passer 2 ans pour être fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, donc au service du ministère de l'Agriculture et enseignante en lycée agricole. Ma spécialité c'était l'économie. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'enseignement agricole, j'ai essentiellement enseigné en BTS Axe, c'est-à-dire c'est le BTS qui prépare à l'installation, qui prépare le mieux les futurs agriculteurs et à l'approche globale de l'exploitation agricole et à l'utilisation de tous les outils de décision, compte de résultats, bilan, etc. Et donc, j'ai toujours été très sensibilisée, c'était mon boulot, hein, par la question de comment un agriculteur peut faire son revenu, produire son revenu, qui est la différence entre des produits et des charges, sachant que le développement productiviste de l'agriculture a été beaucoup appuyé basé sur une utilisation un peu unique justement de cette différence entre produits et charges, qui a été de toujours augmenter les produits et de très peu s'intéresser aux charges. Donc, faire plus de revenus, c'était toujours produire plus. Et moi, non, une différence, on peut l'augmenter aussi en réduisant les charges. Donc, j'ai toujours été très intéressée par toutes les démarches qui allaient vers la réduction des charges et non pas l'augmentation des produits. Ce qui m'a amené, bien sûr, à fréquenter les associations qu'on trouve maintenant dans le pôle impact, mais les CIVAM et compagnie, donc tous les groupes en agriculture durable. Alors, quand j'ai commencé, j'étais en Lorraine. Et en Lorraine, j'ai eu une classe formidable. On apprend beaucoup de ces élèves, mais ceux-là m'ont beaucoup appris. Ils étaient tellement formidables qu'aujourd'hui, il y en a un qui est député, un autre qui est sénateur. Et le sénateur en question, là, Olivier, on va le prénommer, qui était très curieux. Un jour, entre la première année et la deuxième année de BTS, il est venu faire un tour en Bretagne et puis il est revenu en me disant « Mais dans ton pays, là-bas, il se passe des choses formidables. Il y a le système Pochon, il y a le CEDAPA. » Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Système Pochon, je croyais, enfin, comme les pochons, c'est des stacks, hein, c'est le mot qu'on utilise pour des sacs en breton. Donc, je me disais, ils mettent les graines dans un sac, ils remuent, et puis voilà. Bon, bref, non, ce n'était pas du tout ça. Après, j'ai fait la connaissance d'André Pochon, bien sûr. Et donc, c'est lui, hein, ce paysan lorrain là, qui m'a appris un peu qu'on commençait à faire de l'agriculture durable en Bretagne. Et donc, quand je suis revenue en Bretagne au début des années 90, je me suis tout naturellement tournée vers les gens qui pratiquaient cette agriculture différente, économe et autonome, et non pas productiviste et intensive. Et donc, je suis tombée sur les gens qui sont devenus mes amis, hein, les copains de la Conf, dont pour ceux qui le connaissent peut-être, Gérard Brisset, qui a été président de la FR-CIVAM pendant un certain temps. Et déjà, ils avaient produit des opuscules dans lesquels ils disaient on peut produire du revenu sans maïs, hein, le maïs, c'est pas terrible, donc faisons de l'herbe.
Et donc, j'ai continué à travailler avec eux jusqu'au moment où, à la fin des années 1990, donc, j'ai eu connaissance du travail fait par Solagro sur les diagnostics énergétiques des exploitations agricoles. Alors, ça faisait très longtemps que Solagro travaillait sur l'évolution des systèmes de production agricole vers justement plus d'écologie, plus d'économie, moins d'intensivité. Mais là, pour la première fois, j'entendais parler de bilan énergétique, c'est-à-dire on ne s'intéressait plus à la différence, plus seulement à la différence entre les euros qui sortaient et les euros qui rentraient, mais l'énergie qui sortait et l'énergie qui rentrait. Et donc, il y a eu des études qui ont été produites. Moi, j'étais assez familiarisée avec les diagnostics planète de Solagro et les résultats que présentait ce diagnostic, et qui montraient qu'il y avait évidemment un parallèle entre les résultats des calculs économiques et des calculs énergétiques, c'est-à-dire les exploitations qui étaient bonnes sur le plan économique en réduisant les coûts, elles étaient aussi bonnes sur le plan énergétique en réduisant les consommations d'énergie. Et j'ai été amenée donc à beaucoup développer, alors, je sais pas, bien sûr, avec mes étudiants, j'allais voir tout type d'exploitation, mais j'ai quand même été amenée à beaucoup insister sur l'intérêt qu'il y avait à réduire les coûts plutôt que d'augmenter les charges, surtout si en plus c'était bon pour le bilan énergétique et gaz à effet de serre, mais ça, je me suis moins intéressée. Et à cette époque, je tiens quand même à le dire parce que j'ai quelques désaccords avec les gens de Solagro et Négawatt. À cette époque, j'ai eu connaissance aussi du scénario Négawatt. Le premier est sorti en 2002. Et c'est toujours le même David Falaise, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est animateur du pôle impact du réseau agriculture durable Grand Ouest. Là. Donc, David m'avait dit, ça peut t'intéresser, le scénario Négawatt. Je trouvais ça formidable. Je pense que j'étais la première prof de France à parler à des élèves de lycée agricole du scénario Négawatt, qui était basé sur le même principe. On fait de la sobriété, donc on consomme moins. Voilà. Donc, pendant très longtemps, moi, j'étais une fan absolue de ce que faisait Solagro et de ce que proposait Négawatt. En tant que militante anti-nucléaire, quand on me disait « mais on ne peut pas se passer du nucléaire », je brandissais le petit bouquin du scénario Négawatt en me disant « vous n'avez qu'à lire ça ». Ça a duré un certain temps. Et puis bon, là-dessus, historiquement, est arrivé le plan de Stéphane Le Foll en 2013, son plan EMA, énergie, méthanisation, autonomie, azote. Je vais développer un petit peu plus loin en quoi il consiste. Bon, les élus bretons écologistes, là, avec René Loy, qui était à leur tête, avaient organisé un webinaire à l'époque, pas un webinaire, un colloque qui était très intéressant, mais bon, la méta, je n'avais pas trop vu qu'il y avait ça dans Négawatt, je n'étais pas trop intéressée. Et en fait, paradoxalement, c'est un ambassadeur Négawatt qui, un jour, m'a dit donc, j'ai vu que tu étais agronome, moi, je voudrais bien que tu me dises ce que tu en penses de la méthanisation. Et j'étais bien embêtée parce que j'en pensais rien. Et c'était il y a seulement quelques années. Je n'en pensais pas grand-chose. Je voyais bien qu'il y avait des petits problèmes. Mes copains et mes copines de Rivière de Bretagne disaient ouais, quand même, il y a beaucoup de dérives. Bon, bref. Et j'ai commencé à gratter. J'ai gratté. Puis je me suis rendu compte que tout le discours sur les bienfaits de la méthanisation, pour moi, il n'y avait rien qui tenait. Progressivement, tout est tombé. C'est-à-dire, bien sûr, c'est pas bio, c'est pas vert, c'est pas renouvelable, ça réduit pas des déchets, enfin, etc., etc. J'ai une diapo là-dessus, mais je vais pas la passer pour gagner du temps. Et donc, finalement, la dernière étape, ça a été pour moi de m'intéresser au bilan énergétique, puis c'était quand même la première raison pour laquelle on développait la méthanisation, c'est que ça allait produire beaucoup d'énergie pour remplacer le nucléaire. Bon, déjà, il faut être un peu fou pour penser que même 10 000 méthaniseurs sur la France allaient remplacer 58 réacteurs nucléaires. Donc, c'était un non-sens absolu. Ce n'est pas Daniel qui va dire le contraire, mais s'il ne cesse de le dire. Et donc, voilà. Donc, j'ai creusé un petit peu tout ça. Et voilà, je suis arrivée à la conviction. Alors, je vais déjà, pour être sûre de la placer, je vais commencer par placer ma conclusion. Et donc, en fait, quand j'analyse le cadre dans lequel se développe la méthanisation, il n'était pas possible que ça se fasse autrement que ça se passe actuellement. C'est-à-dire, quand on dit dérive, déjà, non, les dérives, elles étaient annoncées dans les règles.
Et moi, j'ai basé mon raisonnement sur le fait que les observations de la réalité n'étaient pas en conformité avec les objectifs, que les contenus de dossiers que j'ai étudiés, parce que j'ai fait pas mal de dépositions, montraient aussi autre chose que le rêve qu'on a dans les discours officiels. Et en conclusion, moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Daniel. On va déjà commencer par ça, comme ça, vous n'aurez pas à me poser la question. Qu'est-ce que c'est qu'une méthanisation durable? C'est certainement pas celle qui permettra d'approvisionner 140 TWh de gaz à l'échelle de la France. C'est la petite méthanisation locale qui valorise des vrais déchets. Pour moi, le fumier, ce n'est pas un vrai déchet, c'est une matière noble. Le garde-fou des 15%, c'est du leurre. Les cives, c'est du leurre. Et donc, il y a des tas d'éléments de langage que je récuse. Et donc, la seule méthanisation qui, aujourd'hui, me semble durable, c'est celle qui valoriserait localement un peu de sous-produits et surtout des déchets sans autre devenir, permettant aux exploitations agricoles d'obtenir un minimum d'autonomie énergétique, éventuellement, s'il en reste un peu sur le territoire. Mais tout ce qui va plus loin que ça, de toute façon, les bilans énergétiques ne seront pas bons et les bilans agro-environnementaux encore pires. Donc, voilà. Donc, je vais rentrer… je parle trop vite, là, peut-être, mais bon… il y a beaucoup à dire. Donc, je vais rentrer dans le vif du webinaire. Je vais mettre en plein écran, ce sera peut-être mieux. Voilà. Hop. Donc, alors, moi, je ne ferai pas tout ça parce que c'est très long. Je vais vous parler quand même des politiques énergétiques et du biogaz. Donc, je vais revenir un peu sur Plan Emma et les scénarios Adam et After. Et je vais parler un peu de la méthanisation. Je vais sans doute passer très vite sur le cycle du carbone, méthane, méthanisation un petit peu. Et après, je vais attaquer la partie plus agricole. Donc, dans un deuxième temps, la méthanisation, pourquoi pas, mais on va voir qu'il y a tellement de problèmes que non. Et les insolubles questions de fond sur lesquelles on ne trouve pas de réponse, c'est-à-dire le bilan agroécologique, le bilan azote, le bilan hydrique, le bilan humique sur lequel je vais essayer de m'attarder un petit peu, et le bilan énergétique sur lequel j'ai travaillé récemment. Bilan climatique, gaz à effet de serre, d'autres ont travaillé dessus. Et je vais revenir aussi un peu plus sur le bilan économique, c'est-à-dire combien ça coûte. Ça coûte très, très cher pour pas grand-chose au bout. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Voilà. Donc, ça, j'ai déjà… Juste oui, pour dire à nos participants, donc là, on va oui, attaquer la partie un peu générale. oui, voilà. On vous proposera un temps de questions-réponses et ensuite on attaquera la partie plus agricole en seconde partie. Voilà, ça va, je ne fais pas trop vite, là, c'est intelligible. Donc, oui, moi j'ai un petit truc en haut de mon écran, vous l'avez aussi ou vous n'avez que ma diapo? Donc, pardon? Tu disais? Moi j'ai un petit bandeau parasite en haut de mon écran, vous l'avez aussi ou non? Vous ne l'avez pas, vous, sans doute, c'est On voit bien. Vous voyez bien. Donc, le biogaz, alors je reviens donc sur ce qui a un peu déclenché tout, même sur la méthanisation, il y en avait déjà avant, sur ce qui a déclenché quand même le grand engouement pour la méthanisation. Donc, sur cette photo, vous voyez Stéphane Le Foll, Delphine Batho qui était ministre de l'Agriculture, Delphine Batho qui était ministre de l'Environnement, et l'incontournable Jean-Marc Auneau qui faisait visiter donc à tout ce beau monde son exploitation sur laquelle il a fait un des premiers… sans doute méthaniseur en Bretagne, Jean-Marc Auneau, qui est président des méthaniseurs bretons et vice-président des méthaniseurs, méthaniculteurs, je les appelle, donc au niveau national, qui est un des fers de lance du développement à tout crin de la méthanisation. Donc, c'est quelqu'un de très sympathique, qui croit ce qu'il fait, mais bon, ce n'est pas du tout notre copain par rapport à la méthanisation. Donc, ce plan qui a été lancé donc, par Stéphane Le Foll en 2013, se présenter comme une démarche à la fois agronomique basée sur le respect de l'équilibre de la fertilisation, la réduction du recours aux intrants et la substitution de l'azote minéral par l'azote issu des effluents d'élevage. L'azote issu des effluents d'élevage étant considéré comme étant plutôt organique. Voilà. Donc, c'était quand même le premier point. Alors, quand on est en Bretagne et qu'on sait qu'on a déjà beaucoup trop d'azote, avoir un plan qui va respecter l'équilibre de la fertilisation alors qu'on va transformer, on va mettre encore plus d'azote dans les digestats qu'il y en a au départ et qu'en plus on va le transformer en azote minéral, enfin on se dit qu'il y a un problème, quoi. Et le problème, on est en train de le vivre aujourd'hui. Et en deuxième point, c'était développer la production d'énergie renouvelable dans le cadre de la transition énergétique du pays.
Donc, nous, on a considéré que c'était un petit peu l'assemblage de la carpe et du lapin. Et au début, ça nous a bien fait rigoler parce qu'on disait, mais de toute façon, on va réduire, on produit plus d'azote, mais on va réduire l'azote. Donc, en fait, on va transformer l'azote en carbone pour produire du méthane. Enfin, ça ne tenait pas du tout la route. Mais je me suis rendu compte depuis que des absurdités comme ça, il y en a tout au long de la défense de cette énergie qui est, moi, je considère comme, d'une façon générale, plutôt absurde. Donc, la gestion globale de l'azote sur les territoires en valorisant l'azote organique et en diminuant la dépendance de l'agriculture française à l'azote minéral. Voilà, donc il faut transformer l'azote organique en azote minéral comme si on n'en avait pas suffisamment en Bretagne. Et puis, alors, Jean-Marc Auneau insistait beaucoup là-dessus, développer un modèle français de la méthanisation agricole, privilégiant les installations collectives, les circuits d'approvisionnement courts et les technologies et savoir-faire français. Bon, sachant que les régions françaises sont très différentes et que on ne peut pas gérer la méthanisation de la même façon dans une région céréalière comme le bassin parisien ou dans une région d'élevage où il y a beaucoup trop d'azote organique. Alors, je me suis intéressée là aux deux grands scénarios, il y en a eu d'autres depuis. RTE a dû en faire un, non, peut-être plutôt sur l'électricité. Mais enfin, les deux grands scénarios sont ceux de l'ADEME et ceux donc de Solagro After Négawatt dont je vais parler après. Et j'ai regardé à nouveau ça, il y a des choses qui m'avaient échappé dans la première fois que j'avais fait ce tableau-là et que j'ai vu depuis. Alors, c'est un scénario qui date de janvier 2018, mais il n'y en a pas eu d'autres depuis de fait de l'ADEME. On trouve ça fait quelques dizaines ou centaines de pages, il se trouve encore sur Internet, hein, le scénario complet. Donc, ça, ce sont des extraits. Et donc, on nous disait que on allait pouvoir produire 460 TWh de biogaz à partir de ressources qui sont énoncées ici. Donc, 460 TWh, ça doit être plus ou moins ce qu'on consomme en gaz actuellement. Donc, mais par contre, dans ce gaz qui était prévu à l'époque, enfin qui est prévu dans les 460 TWh, il y a de la substitution par rapport à d'autres formes d'énergie actuelles. Donc, le gaz prenant une part beaucoup plus importante. Le recours à la biomasse, 390 TWh quand même sur les 460. Et puis là, l'électricité, c'est l'éolien, le photovoltaïque. Et là, ça va être l'énergie de récupération, donc peut-être la chaleur des déchets dans les incinérateurs. Donc, et dans la biomasse, l'agriculture fournissant 130 TWh sur les 390 et les biodéchets plus les IA, 15 TWh. Et là, ça fait tilt parce que je me dis 130 plus 15, ça fait 145. Donc, finalement, 15 sur 145, ça fait que 10%. Donc, quand on nous dit que la méthanisation va transformer des déchets en biogaz, non, déjà dans le scénario ADEME donc 2050, on a dans la ressource que 10% par rapport à l'agriculture. Donc, si on fait biodéchets plus agriculture, on n'a que 10% de biodéchets et de déchets d'industrie agroalimentaire. Donc, déjà là-dessus, il y a un petit mensonge. Tout ça devant produire ici, donc c'est l'autre chiffre que je vais te sortir de ce tableau, c'est les 140 TWh liés à la méthanisation. Les autres TWh pour atteindre les 460 étant produits par la pyrogazéification qui consiste à chauffer très très fort de la matière organique du bois par exemple pour en faire sortir du méthane. Et puis la méthanation qui est encore une autre méthode de production du méthane. 140 TWh, il faut retenir ce chiffre parce que c'est important pour la suite. Le scénario négawatt, bon, je pense que tout le monde parmi vous, si vous êtes écolo un peu beaucoup passionnément, donc vous avez entendu parler du scénario négawatt, donc développé par... le président du scénario de négawatt, c'est donc Christian Couturier, actuellement directeur de Solagro. Et donc, moi je vous dis, j'étais fan. Hein. Moi, Couturier, Pointreux, j'étais mis sur des piédestals pendant un bon moment en me disant, ils ont tout compris, c'est génial. Et je faisais la promotion du scénario négawatt. Donc, la sobriété, l'efficacité, les renouvelables, tout ça pour arriver finalement d'une tendance à consommer toujours plus à une tendance à consommer de moins en moins, ce qui fait qu'en 2050, on devait arriver à l'équilibre. Alors, je passe sur la définition du reste. La sobriété était acquise dans les bâtiments, transport, industrie et l'efficacité. En ce qui concerne l'agriculture, ça va nous intéresser un petit peu plus
de nouvelles habitudes alimentaires qui consistaient en diminuer la consommation de protéines animales en passant d'un rapport 2/1, donc 2 tiers de protéines animales, 1 tiers de protéines végétales, inverser le rapport pour passer à 1 tiers de protéines animales et 2 tiers de protéines végétales, ce qui permet déjà c'est déjà meilleur pour la santé, puis ça permet surtout de se passer des élevages intensifs qui sont très consommateurs de foncier, de ressources, d'énergie, et donc et ça dégageait en même temps des hectares pour éventuellement faire de l'énergie. Donc, de nouvelles pratiques agricoles, l'agroécologie, l'agriculture biologique, avec production d'énergie et de matériaux. Et donc, le dernier volet, c'était les énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque et la biomasse, et donc le biogaz à partir des déjections, résidus de culture, couverts végétaux, biodéchets. Là, quand on regarde les projets, les scénarios ADEME et Negawatt After, Solagro, il n'est jamais question des cultures énergétiques, c'est-à-dire des cultures principales qu'on va mettre dans le méthaniseur alors qu'avant elles avaient un autre usage. Ils nous disent toujours nous on prélève pas sur les cultures vivrières, on ne touche pas du tout au potentiel alimentaire, on n'utilise que des déchets ou des cultures qu'on rajoute. Donc, si on les rajoute, elles apportent un plus, mais on a toujours le potentiel de production vivrière. Bon, c'est un leurre total, mais il faut quand même savoir c'est là-dessus donc qu'ils ont leurs hypothèses. Bon, là, je passe un petit peu vite. C'est juste pour montrer la place, puisqu'on est sur le biogaz. Donc, ça, c'est donc la mise en musique de ce que je disais tout à l'heure. Le biogaz, donc, qui explose entre 2015 et 2050 pour atteindre les 140 TWh. Non, ce n'est pas 140, c'est 134 ici de biogaz. Et voilà. Alors, ici, un tableau qui est intéressant, qui est le détail. Alors, je n'ai pas retravaillé sur le dernier scénario de 2022 de Negawatt, ils ont sorti, c'est le cinquième scénario, je pense, ils le réadaptent à chaque fois au fur et à mesure que la réalité ne correspond pas, ce n'est pas toujours de leur faute, mais quand même, peut-être qu'ils sont un peu trompés dans leurs hypothèses aussi au départ, donc ils réajustent les scénarios, mais moi j'en ai j'ai autre chose à faire qu'aller continuellement voir leurs nouveaux ajustements, donc j'avais travaillé sur le scénario de 2017, donc je m'y tiens. Et donc, on a l'évolution entre 2010 et 2050 de la façon dont ils voient l'évolution de la production du biogaz. Et ça, c'est très intéressant parce que vous voyez, les déchets alimentaires, ça passe de 3 à 9, ça triple, mais ça ne représente que 9 sur 134 TWh. C'est l'ADEME qui est à 140 et ils sont à 134. Les déjections d'élevage méthanisé, par contre, c'est 29, c'est beaucoup. Dans leur scénario, ils méthanisent 90% des déjections animales, les élevages. Les résidus de culture méthanisés, 29, alors là, ils ne disent pas que ce sont des déchets, mais ces résidus de culture qui seront méthanisés, c'est quand même la paille, les pulpes de betterave, les drèches de brasserie, les mares de pommes, etc. Donc, moi, je veux bien qu'on en méthanise là-dedans, mais une bonne partie, ce sont quand même des sous-produits qui actuellement nourrissent des animaux. Donc, il faut aussi se poser la question de si on ne réduit pas de façon drastique l'élevage, où est-ce qu'on va aller chercher l'alimentation pour ces animaux? Alors, la solution phare, c'est les cultures intermédiaires méthanisées, donc 44, là on voit vraiment que c'est le gros paquet là-dessus. Un point que je n'avais pas vu passer, mais que j'ai revu là, herbe et culture fourragère méthanisée. Donc l'herbe, la partie qui conserve, ils en mettent une bonne partie dans les méthaniseurs, et donc pas pour nourrir des animaux, et après donc une partie qui serait issue de biogaz, qui serait produite avec du biogaz d'algues. Donc vous voyez un gros zoom sur les cultures intermédiaires, les résidus de culture qui aujourd'hui ont un usage et les déjections méthanisées qui aujourd'hui ont un usage. Et donc, dernière chose qui m'a paru très intéressante, c'est de regarder comment ils voient l'évolution des surfaces en herbe à l'échelle de la France, donc avec une perspective 2050. Parce qu'on nous dit toujours, mais attention, Solagro, ils ne veulent pas l'intensification, ils veulent l'extensification, c'est bien leur projet. Oui, ils veulent l'extensification, mais avec une très très forte diminution de l'élevage, y compris de l'élevage à l'herbe. Les chiffres là le montrent, puisque dans les arbitrages, donc Solagro After par rapport à l'usage de la surface agricole, il y a une forte diminution des surfaces fourragères. Le maïs, OK, il en reste 400, c'est des milliers d'hectares, 400 000 hectares. Bon, moi, que le maïs diminue, ça ne me pose pas de problème, il y en a trop.
qu'il ait sa place dans une rotation bien conçue, très bien, c'est une plante énergétique, il n'y a pas de souci, mais bon, on est encore à peu près à ça, on doit être à 1300, donc ça a très fortement, très peu diminué depuis leurs ressources. Et puis alors les prairies, sur 3300, moins 1000, moins 1 million d'hectares, donc ça passe à 2300, et les prairies naturelles de 9700, ça passe à 8100. Donc on a une diminution des prairies quand même de 2 600 000 hectares, moins 20% sur l'herbe et moins 16,5%. Si vous rajoutez ça aux prairies qui passent dans les méthaniseurs, il reste quand même pas beaucoup d'hectares pour faire de la production extensive et herbagère, de l'élevage extensif et herbager. C'est cohérent peut-être avec leur scénario qui veut qu'on diminue par 2 notre consommation de viande, sauf que ce n'est pas du tout vers ça qu'on se dirige en ce moment. Donc ça, quand même, ça me pose un gros problème. Et comme on a eu l'occasion de discuter avec Philippe Pointreau sur le scénario After et Xavier Poux sur le scénario TIFA qui prend le contre-pied de ça, qui dit au contraire, on a besoin d'herbes parce qu'on a besoin d'animaux dans les champs. Et Claude Aubert, qui est un agronome réputé, qui a fondé Terre Vivante, il dit aussi, bien que végétarien, il dit mais il faut absolument de l'herbe, mais il faut des animaux sur l'herbe parce que c'est le cycle normal. Donc là, je crois que Solagro, ils sont pas du tout dans cette logique-là et personnellement, ça ne me convient pas du tout. Bon, je passe là-dessus. J'avais juste petit moins 20, là, il faudrait peut-être que j'aille un peu vite là. Donc, j'avais juste ce petit schéma que j'ai trouvé. Alors, Daniel Châtaignier, il présente d'autres schémas que celui-ci. Moi, j'ai trouvé celui-là, je trouvais intéressant, c'est-à-dire comment, par rapport à un objectif de programmation pluriannuelle de l'énergie, on ajuste progressivement les objectifs en fonction de ce qui se passe. Et ce qui se passe, ça diminue un petit peu. On voudrait que ça diminue comme ça, mais non, ça diminue pas comme ça diminue que comme ça. Donc, on réajuste et puis on dit que ça va arriver quand même là où on voulait arriver, mais avec une pente encore plus forte. Bon, là, c'est le choc pétrolier de 2008-2009. Là, c'est le Covid. Mais vous voyez qu'après, ça repart sur la même ligne. Alors, où est-ce qu'on va être en 2023 2023, c'est par là. Donc, on ne sait pas, mais on sera peut-être là. À mon avis, on va être comme ça, quoi. Donc, dire qu'on va avec du gaz réussir à tout produire, du biogaz, alors que de toute façon, les consommations ne diminuent pas, c'est un petit peu illusoire. Quelques mots juste pour rappeler à ceux qui connaissent rien au méthane, le cycle du carbone, c'est prendre du CO2 dans l'atmosphère. Il y en a très très peu, mais il y en a largement suffisamment et même de trop, puisque c'est ça qui provoque en grande partie le réchauffement climatique. Le gaz carbonique, les plantes savent, nous on ne sait pas le manger, mais elles savent. Elles prennent le carbone et l'oxygène donc dans le gaz carbonique, elles vont prendre l'hydrogène dans l'eau du sol qu'elles remontent, elles utilisent l'énergie lumineuse pour mettre tout ça ensemble, ça s'appelle la photosynthèse, et elles nous produisent des molécules de biomasse que vous avez ici, qu'on appelle les hydrates de carbone, donc de formule CH2O. La première molécule étant produite par la photosynthèse étant le glucose, donc on a 6C, 12H et 6O, ça fait C6H12O6, donc c'est le glucose. Que devient le glucose? Il devient des molécules de plus en plus complexes. Et après, nous qui ne savons pas faire de la photosynthèse, nous les animaux, on mange et on récupère cette énergie et on va rendre à l'atmosphère le gaz carbonique et l'eau après l'avoir oxydé par la respiration, par exemple, quand on est dans le système aérobie. Et ça veut dire qu'il contient de l'air. Donc, moi, je respire. En ce moment, je suis en train de brûler du glucose et d'émettre du gaz carbonique et de la vapeur d'eau. Par contre, il existe des milieux où il n'y a pas d'oxygène et où la matière organique va malgré tout être dégradée, mais au lieu d'être oxydée en CO2, elle va être réduite en CH4, c'est-à-dire que dans le milieu, les micro-organismes vont prendre de l'hydrogène pour produire le CH4, et le CH4, c'est donc le méthane, ce fameux méthane après lequel tout le monde court, et qui augmente aussi dans des proportions un peu inquiétante dans l'atmosphère parce que c'est un très très fort gaz à effet de serre. Donc la méthanisation dans la panse de la vache, c'est 2 voies. Donc soit cet acide, c'est l'acide acétique, c'est le vinaigre en fait. C'est une voie de dégradation des aliments dans la panse, enfin les éleveurs savent ça, qui donne du CH4 puis du CO2, et une autre voie qui ressemble à la méthanation d'ailleurs, qui est du CH4 plus de l'eau. Donc on récupère dans la panse. Voilà la raison pour laquelle les animaux les ruminants émettent du CH4, c'est que dans la panse, il se produit une succession de réactions qui fait qu'au bout du compte, il va y avoir du méthane.
Alors, le petit cycle et le grand cycle, je n'ai pas trop le temps d'en parler. Il faut juste savoir que dans le grand cycle du carbone, on a du carbone qui est stocké depuis très longtemps sous forme de carbone fossile. Et quand le brûlant, on réémet du CO2, mais ce CO2, il est en quantité beaucoup trop importante pour pouvoir entrer dans le cycle dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir la photosynthèse. Donc, on a de plus en plus de CO2 en excédent. Bon, je vais passer là-dessus aussi. Je vais passer là-dessus. Voilà, donc la lutte contre le réchauffement climatique, c'est réduire de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre et c'est accroître le stockage dans les puits de carbone. Donc réduire de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre, c'est renoncer à l'usage du carbone de cycle long, donc le carbone fossile essentiellement, s'il n'y a pas assez de plantes en face pour consommer ce qui va dégager, et solliciter exclusivement le carbone de cycle court, c'est-à-dire les plantes vont récupérer rapidement du carbone qui a été émis par d'autres plantes. Mais la question, c'est quoi un cycle court, hein? C'est quand même là-dessus que s'appuie l'idée que le biométhane est renouvelable. Oui, mais la forêt amazonienne, pourquoi on pleure alors qu'on la déforeste? C'est pourtant un cycle court, mais pas si court que ça. Donc, il n'y a pas les cycles longs et les cycles courts, il y a tous les intermédiaires. Et dès lors qu'on prélève plus que la vitesse de renouvellement de la biomasse, on n'est plus dans un cycle très court et on n'est plus dans du renouvelable. Donc, renoncer aux énergies de stock. Voilà. Alors, méthane et méthanisation, rien de nouveau sous le soleil. Hein, le méthane existe naturellement dans la nature, puisque, comme vous l'avez bien compris, il se développe là où il y a de la vie, mais où il n'y a pas d'oxygène. Donc, il y a plein de milieux dans la nature où il y a de la vie ou pas d'oxygène. Tous les milieux humides, les tourbières, les marais, les marécages, les rizières, les barrages hydroélectriques, les décharges d'ordures ménagères, on met des puits là pour évacuer le méthane. Bon, si on le capte, c'est mieux. Les bouts de steppe, les composts insuffisamment aérés et drainés, les tubes à lisier, les cimetières, parce que les morts fermentent. Dans le tube digestif de nombreux animaux, les feux de forêt, alors avec tous les feux qu'il y a eu récemment, beaucoup de méthane dans l'air, certaines espèces végétales rejettent également du méthane et les activités humaines émettent de grandes quantités de méthane, en particulier l'élevage et l'agriculture. Sauf que l'élevage, il y en a toujours eu, donc il faudrait peut-être faire la part entre l'augmentation de méthane liée à l'augmentation des élevages, en particulier intensifs, et la part normale d'animaux ruminants qui ont toujours été sur Terre. Et voilà. Donc, l'intérêt du méthane, il est abondant à l'état naturel. Il est utilisé depuis très longtemps comme combustible pour son fort potentiel énergétique. On ne vient pas de le découvrir. Hein. Il est le seul hydrocarbure classique qui peut être obtenu rapidement et facilement par un processus biologique naturel. C'est la méthanisation. Alors, facilement, voilà, sauf tous les problèmes quand c'est mal géré. Et on peut stocker. Donc, voilà, ça, vous entendrez, je les ai mis là parce qu'on vous dit, ouais, mais c'est stockable. D'accord, mais si ça ne produit rien et que ça consomme de l'énergie fossile, je ne vois pas l'intérêt de produire quelque chose qui ne produit rien. Le méthane et l'homme, pour vous dire que, zut, alors, où est-ce que j'étais là? Voilà, pour vous montrer qu'effectivement, c'est utilisé depuis longtemps, mais de façon intelligente, rationnelle, raisonnable, enfin, etc. Puis là où il n'y a pas d'autre solution, il y a plein d'endroits dans le monde où il y a des petits méthaniseurs individuels ou à l'échelle d'un village où on utilise les excréments humains ou d'animaux ou les déchets pour produire localement. Et vous voyez, là, c'est tellement local que la gazinière, elle est... le feu, il est juste tout près, etc. Donc, il ne s'agit pas de cracher sur une technologie qui, dans des pays où il n'y a pas de raccordement au réseau, où il n'y a pas d'électricité et où c'est fait à petite échelle, ça peut rendre de grands services. Alors, les exemples précédents, c'était en Afrique, la Chine, Cambodge, Népal, Inde, voilà. Et donc, je vais terminer sur quelques mots sur ce qui se passe dans un méthaniseur pour que tout le monde comprenne bien après les histoires de rendement et compagnie. Dans un méthaniseur, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 2 voies possibles pour la production du méthane. Enfin, 2 voies, ce n'est pas très important, ça, que ce soit le CO2 plus H2 ou CH3, COH. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un méthaniseur, on fait rentrer des matières organiques, plus ou moins fermentescibles, plus ou moins aqueuses, que la fermentation sans oxygène va donc produire du biogaz, mais que ce biogaz, comme on le voit ici, il produit aussi du CO2 qui parasite, bien sûr, la production de méthane. Et puis, à la sortie, on va trouver du digestat.
Alors, donc, que produit ce méthaniseur? Le biogaz. Alors, je ne sais pas ce que c'est que les 20% là. Parce que autant je comprends que le digestat représente 80% en liquide de ce qu'il y avait avant, le gaz, je ne sais pas trop. Enfin, peu importe. Donc, on extrait le biogaz, c'est ça qui nous intéresse, qu'on va utiliser soit en combustion directe pour produire de la chaleur. C'est un peu ce que font tous nos petits méthaniseurs artisanaux dans les pays en Afrique, etc. On peut transformer ce gaz en électricité, exactement comme dans une centrale thermique, hein, où on plus du charbon ou du gaz pour produire l'électricité. C'est ce qu'on appelle la cogénération quand il y a récupération de chaleur, ce que les agriculteurs essayent de faire, mais pas toujours. Il n'y a pas toujours l'utilisation de la chaleur. Les centrales nucléaires, c'est 1/3 de rendement et il y a 2/3 de chaleur qui part dans la nature qui ne sont pas réutilisées. Rendement très mauvais. Et donc, si on le brûle pas sur place, on peut l'épurer. Ça va donner ce qu'on appelle le biométhane qu'on va injecter dans le réseau GRDF ou qu'on peut aussi utiliser comme carburant. Et donc, il faut bien faire la différence entre le terme de biogaz et le terme de biométhane parce que dans le biogaz, il y a 40% à peu près de CO2, de gaz carbonique, et il reste 50 à 60% de méthane qu'il faut épurer. Et en général, dans les dossiers méthanisation qu'on voit passer, c'est le ratio de 5% qu'il faut retenir. Donc, ça veut dire que directement, même au moment de la production du méthane, on produit déjà du CO2. Hein, là, il y a presque la moitié des intrants qui servent à produire du CO2 qui repart direct dans la nature. Et de l'autre côté, il y a le digestat. Le fameux digestat qui va être l'amendement miracle, hein, qui va ramener de la matière organique dans les sols, sauf qu'il en ramène moins que la matière organique qui a été mise avant, qui est un mélange pâteux, appauvri en carbone et globalement riche en azote, puisque l'azote reste, donc s'il y a moins de carbone, proportionnellement, il y a plus d'azote. Et en plus, cet azote est minéralisé. Et donc, on a une phase liquide, très liquide, à 5% de matière sèche en moyenne, et une phase plus solide, mais vous voyez qui n'est pas solide, hein, qui est 25% de matière sèche, voilà, qui peut être répandue. Les deux peuvent être répandus de cette façon-là ou pas. Donc, le devenir du digestat, le digestat peut être épandu en l'état, il peut être séché, il peut subir une séparation de phase pour avoir une phase liquide qu'on va pouvoir épandre directement, et une phase solide, c'est la masse à 25% de matière sèche de tout à l'heure, qui peut être épandue, séchée, compostée. Voilà. Donc, moi, je nie pas le fait, si on est juste sur la phase, est-ce que c'est un amendement et un fertilisant? Oui, bien sûr, mais est-ce que c'est mieux qu'avant? C'est pas sûr. Et quel problème ça entraîne par ailleurs? Alors ça, c'est une autre question. Bon, je passe là-dessus, ça n'apporte rien. Les pouvoirs méthanogènes, c'est très important parce que vous voyez, les pouvoirs méthanogènes, c'est la quantité de méthane qu'un mètre cube, enfin, on parle plutôt de tonnage, mais bon, ça revient... Oui, si, c'est par tonne, pardon. Le volume de méthane produit par tonne de matière, mais de matière brute. Donc, vous voyez que ça va de 5 à, là, ça va jusqu'à 450, mais sur des huiles, ça peut aller jusqu'à 700 mètres cubes par tonne, hein, de matière brute. Donc, les pouvoirs méthanogènes sont extrêmement différents, très, très faibles pour les lisiers, qui contiennent peu de carbone et en plus, ils contiennent énormément de flotte. Et un des problèmes, c'est qu'on est sur la matière brute. Et puis, après, selon le taux de matière sèche et la quantité de carbone, on arrive à des pouvoirs méthanogènes un peu supérieurs. Et si on cherche, par exemple, l'ensilage de maïs, on va être à pas loin de 100 ici. Bon, souvent, moi, je prends 105. Voilà. Donc, mais là, on est vraiment sur le méthane, pas sur le biogaz. Les lisiers sont des mauvais intrants. L'ensilage de maïs possède un bon pouvoir méthanogène. Ça tombe bien, le lisier en a besoin, donc mettons dans l'ensilage de maïs avec le lisier pour avoir un bon rapport carbone-azote. Et voilà. Je pense que voilà, c'est ma dernière diapo ici avant qu'on fasse la pause là. Je voulais dire un mot quand même sur les conditions, sur la réglementation, parce que quand on s'intéresse au dossier de méthanisation, on est toujours confronté à l'abus d'usage de la réglementation par les agriculteurs qui projettent donc des projets de méthanisation. Une installation de méthanisation est classée ICPE, c'est-à-dire installation classée pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire comme toute exploitation qui est susceptible de créer des risques, incendie, explosion, de provoquer des pollutions ou des nuisances. Alors la méthanisation, elle coche toutes les cases.
notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Donc, à l'intérieur de cette réglementation, on a classé la méthanisation en 3 catégories selon le volume d'intrants mis dans le méthaniseur par jour. Si on est sur ce qu'on appelle un petit méthaniseur, à moins de 30 tonnes par jour, c'est-à-dire à 10 900 tonnes par an maxi, on est dans un simple régime de déclaration. Donc, la seule contrainte pour l'exploitant, c'est de transmettre la déclaration en préfecture. Le public doit être informé, mais souvent c'est un petit affichage en mairie et encore, ou un petit panneau sur la parcelle. Souvent les voisins découvrent en lisant un petit panneau affiché sur une parcelle que bientôt il y aura un méthaniseur. De toute façon, on ne peut rien y faire. C'est une simple déclaration, il n'y a pas de demande d'avis de la population. Au-dessus de 30 tonnes et jusqu'à 100 tonnes, c'est l'enregistrement. Donc là, il faut fournir un dossier technique avec une consultation du public et le préfet ensuite est amené à valider ou pas. Alors, il faut bien dire que le préfet, en général, il valide. C'est très rare qu'il ne le fasse pas. Il faut vraiment qu'il y ait des gros problèmes dans le dossier. Le préfet n'est même pas obligé de lire les dossiers. Des fois, nous, on a fait des dossiers. On m'a dit, mais tu te casses bien la tête. Le préfet, il ne va même pas lire ce que tu écris. Il n'est pas obligé. S'il trouve comme ça, à vue de nez, que c'est bon, il signe et puis c'est tout. Voilà. Et donc, je voulais quand même rappeler que jusqu'en 2014, la limite, c'était pas 100 tonnes, c'était 50 tonnes. Et jusqu'en 2018, la limite, c'était 60 tonnes. Donc, c'était quand même beaucoup plus restrictif. Et là, on a augmenté jusqu'à 100 tonnes, ce qui fait que, autant, d'une part, on voit certains dossiers à 29, tonnes par jour pour pas avoir à faire de dossiers techniques. Et puis, on voit des dossiers à 99 tonnes pour pas passer dans le régime de l'autorisation environnementale qui demande une enquête publique, une étude d'impact. Et là, c'est quand même beaucoup plus costaud. Par exemple, le méthaniseur, le projet de Courcouët rentrait évidemment dans ce cadre-là. Voilà, donc je vais en rester là pour le moment. C'est la partie un peu théorique. Après, je vais rentrer dans les aspects plus agricoles, les conséquences sur l'agriculture. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la partie questions-réponses. Et puis des remarques et des désaccords aussi. Tout à fait. N'hésitez pas à réagir. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions moi-même. Non, pour le moment, s'il y a une numéro. Non. Voilà, donc je vois que Daniel a mis le lien pour le webinaire méthanisation. Donc, il y a Emmanuel qui demande comment entrent en jeu les règles en cas de demande d'extension de capacité d'un méthaniseur. Ah oui, alors justement, c'est vrai que j'aurais pu parler de ça. Alors, il faut que j'enlève. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mince. J'ai mis un truc, j'arrive plus à l'enlever. Alors, oui, ce que j'ai pas mentionné, c'est que ce qu'on voit de plus en plus se développer maintenant, ce sont des projets qui sont à 29,9 tonnes, donc moins du 1000. Enfin, ça fait quand même déjà un peu 30 tonnes par jour. Il faut quand même les avoir. Si c'est que les déjections d'une exploitation agricole, mais souvent il y a des appels quand même à d'autres déchets. Et ben, on voit passer des dossiers à 29,9 tonnes. Et puis quand on regarde, quand on met en relation la capacité du méthaniseur, le volume, etc., et puis les 29,9 tonnes, on se rend compte que ça ne colle pas du tout. Et comme par hasard, dans les 2 ans qui suivent, on a une demande d'extension, d'agrandissement du méthaniseur qui, là, va passer en enregistrement avec un dossier technique. Mais le méthaniseur est déjà construit. Donc, quand la capacité du méthaniseur fait 60 tonnes, même si avant il était qu'à 30 tonnes et qu'il a eu le droit de démarrer à 30 tonnes, le préfet il va valider en général le passage à 60 tonnes. Donc, sinon, s'il faut vraiment reconstruire quelque chose, là, bon, ça voudrait dire reconstruire une deuxième cuve. Donc, en général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En général, ça a été anticipé par les exploitants qui ont surdimensionné leur méthaniseur par rapport à la réalité de leur demande et qui ensuite passent les doigts dans le nez à l'augmentation. Et ça, on en voit de plus en plus. Non seulement on en voit de plus en plus, mais on voit en Bretagne un système de tutorat se développer, c'est-à-dire les candidats à la méthanisation ont un tuteur, ce qui est un méthaniseur qui a déjà, qui a déjà bien bourlingué dans le milieu de la méthanisation et qui leur conseille de faire comme ça. Si vous ne voulez pas être emmerdé par les dépositions des écolos mal intentionnés, il faut commencer par
voilà, par faire beaucoup plus gros de méthaniseurs. Et puis, à la limite, vous le faites fonctionner, même si vous n'avez pas l'autorisation, parce que de toute façon, après, une fois que ce sera parti, personne ne vous dira rien. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. S'il y a un changement de capacité, normalement, il doit y avoir à nouveau un dossier, mais si le méthaniseur est là, dossier ou pas dossier, l'autorisation est donnée, sauf s'il y a vraiment des gros problèmes d'atteinte à l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions avant de passer à la partie plus agricole? Est-ce que je peux... Ouais. Qui construit des méthaniseurs? Est-ce que c'est que des... Je suppose que c'est pas que des agriculteurs. Non, mais les agriculteurs sont quand même très attachés à leurs prérogatives là-dessus. Donc, bon, c'est pas eux qui les construisent, hein. Bien sûr, il y a des entreprises. Hein. Il y a énormément d'entreprises qui, de toute façon, vu les sous qui rentrent, ils gardent pas tout pour eux. Ça fait fonctionner un business considérable. Donc, les agriculteurs, oui, alors tout seul ou en petit collectif. Et puis après, il y a les collectivités qui éventuellement construisent des méthaniseurs pour gérer leur bout de steppe, peut-être des entreprises, mais enfin, c'est dommage que Daniel n'ait pas la parole parce qu'il pourrait peut-être mieux répondre que moi là-dessus. D'une façon générale, les agriculteurs sont organisés quand même pour avoir la main mise sur tout ce qu'on peut méthaniser et sont en train aujourd'hui de lancer une grande offensive sur les déchets verts des collectivités puisque les particuliers n'auront plus le droit de mettre leur tonte de pelouse, etc., en déchetterie. Et donc, alors moi, ça me pose un problème, c'est-à-dire, je ne vois pas si, bon, de toute façon, moi, je n'emmène jamais rien à la déchetterie, mais si je mettais des déchets verts et que maintenant, ils sont récupérés par la Rennes Métropole pour en faire du méthane, je préférerais infiniment que ce soit un méthaniseur construit par la collectivité par la communauté de communes, Rennes Métropole, plutôt que vendu à des méthaniseurs qui vont se faire du fric dessus. C'est quand même nos déchets, c'est quand même à la collectivité de les gérer. Or, ce n'est pas du tout ça qui se passe de ce que j'en vois. Il faut dire que les exemples où ce sont les collectivités qui l'ont fait ont été un peu des catastrophes aussi. Donc, technique, hein, parce que ce n'était pas très bien géré, mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est formé pour une collectivité ne serait pas aussi compétent qu'un agriculteur pour gérer un méthaniseur. Et là, non, ils sont trop contents de vendre les déchets verts qu'ils ne veulent pas gérer à des agriculteurs qui ensuite vont les transformer. Donc, il y a beaucoup de mélanges en fait dans les dossiers purement agricoles sont assez peu fréquents. Souvent, il y a des intérêts des gestionnaires des déchets, des industriels qui participent au capital du méthaniseur et des méthaniseurs industriels stricts. Je ne sais pas. Daniel va peut-être mettre un petit mot dans le chat parce que c'est une question que je ne connais pas trop. Moi, je me suis beaucoup intéressée aux méthaniseurs agricoles, mais qui rentrent quand même des déchets qui viennent d'ailleurs, attention. Mais il reste quand même majoritairement, pour le moment, parce que c'est en train de changer à la vitesse grand V, et il reste pour le moment... Alors, j'ai quand même vu que... Régine, oui, excuse-moi, il y a Daniel qui va prendre la parole. D'accord, très bien, super. Très bien, super. Il y a une nouvelle question, je t'invite à la lire le temps que Daniel prenne la parole. Oui, d'accord. Alors. Daniel? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, ben voilà. Non, juste pour compléter, je pense que il y a 1948 méthaniseurs en France, tout confondu, agricoles, industriels, territoriaux, bout de steppe et ISDND. La très grosse majorité, c'est-à-dire en gros 1350, sont des méthaniseurs dits agricoles. Le reste, ce sont des méthanisations, donc de bouts de stations d'épuration et du biogaz extrait et géré par les centres d'enfouissement, ce qu'on appelle les ISDND. Et tout ça produit du biogaz. Hein. Ensuite, là-dedans, il y a, parmi les méthaniseurs agricoles, beaucoup de méthaniseurs qui sont en injection sur le réseau de GRDF. Daniel? On a perdu Daniel. Alors, pas officiellement, parce que officiellement, ils sont détenus pour au moins 51% des parts par des agriculteurs ou des collectifs d'agriculteurs.
mais le reste des parts, ce sont des multinationales telles que Total Energy, Engie, etc. Donc il y a une sorte d'ambiguïté entretenue entre tous ces différents profils de méthaniseurs. Hum, hum. Et quand le méthaniseur commence à aller mal, c'est l'occasion pour les multinationales de racheter les parts des agriculteurs, je suppose. Enfin, voilà. Ou de laisser les agriculteurs dans la panade. Merci, Après, Daniel. il faut regarder les contrats. Alors, la question, là, peut-on avoir des exemples de méthaniseurs ayant augmenté leur capacité de production? Oui, mais alors, c'est quoi exactement? Il est juste en dessous du seuil de 100 tonnes. C'est-à-dire, il veut passer au-dessus ou il était à moins de 30 et il est passé à 100 ou c'est quoi exactement la question? Des exemples comme ça, on en a. Alors, moi, je ne peux pas trop répondre, mais je sais qu'on en a. Alors, NG Bio, en plus, bon, NG Bio, c'est le méthaniseur de Châteaulin, hein, donc, qui a tant défrayé la chronique. Donc, ils sont pas très bons pour gérer leur méthaniseur. Régine, on laisse peut-être la personne préciser sa question. Oui, voilà, d'accord, ok, ouais. On a une autre question. Ne doit-on pas pour tous les déchets préférer le compostage à la méthanisation? Cela permettrait de garder davantage le carbone organique dans la terre nourricière. Alors, je suis embêtée avec cette question parce que, d'abord, tous les déchets ne peuvent pas être compostés. La question va se poser pour tout ce qui peut vraiment être… pour faire du bon compostage, il faut de bons déchets propres à l'origine. Donc, composter des bouts de steppe pour mettre du compost dans son jardin, moi je n'aurais jamais l'idée de faire ça. Donc, ça suppose déjà une collecte à la source de déchets, de biodéchets vraiment triés, très propres. Est-ce que le compostage est la meilleure solution? Si on a besoin de compost localement, pourquoi pas? Mais il y a plein d'endroits où on a assez de matière organique. Donc, peut-être que faire du biogaz pour faire rouler les bus, c'est pas mal aussi. Et enfin, une question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est je ne suis pas sûre. Alors, je suis sûre que le compost est meilleur pour la terre qu'un digestat, mais je ne suis pas sûre parce que le compost subit aussi beaucoup d'oxydation et de fermentation, et ce qui enlève du carbone au sol. Donc, je ne suis pas sûre que ça restitue in fine beaucoup plus de carbone au sol que la méthanisation. Ce sera certainement de meilleure qualité, mais et là, on a donc moi, je suis obligée de dire que je suis donc militante à Haute-Rivière de Bretagne. Hein, c'est comme ça que je suis rentrée. Enfin, c'est un des biais par lesquels je suis rentrée dans la méthanisation. On n'est pas forcément d'accord là-dessus parce que ça dépend des situations, ça dépend de la qualité, ça dépend. Mais moi, je suis pas du tout contre le compost. Hein. Moi, je fais mon compost chez moi, hein, mais je pense qu'il faut éviter les réponses caricaturales et ça fait partie des points sur lesquels il faut que je planche encore. Donc, je botte un peu en touche, mais je vous donne quand même les éléments de réponse. Je pense qu'il n'y a pas une réponse simple et facile du premier coup. Le compost est meilleur que le digestat, ça c'est sûr. Bon, mais après pour le bilan carbone global, je ne sais pas. Régine, la personne a Oui. précisé sa question. Je propose qu'on lui réponde. J'invite les participants à continuer à poser leurs questions, mais qu'ensuite, une fois que tu as répondu à la dernière question posée, on continue. On prenne la suite, ouais. Voilà, on prenne la suite. Et puis, on laissera un temps, à peu près 20 minutes en fin de webinaire pour à nouveau une session de questions-réponses, sachant que le webinaire s'arrête à 16 h. Oui. Oui, hein, je réponds juste là et puis on va continuer. Donc, sur les méthaniseurs, moi, je crois que rien n'empêche. Je pense même qu'ils ont l'autorisation d'augmenter, c'est-à-dire ils ont des contrats pour une certaine quantité, mais je pense il faudrait regarder les contrats précisément, mais s'ils sont à 95 tonnes et qu'ils veulent passer à 99 ou je sais pas quoi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Hein, Alors, une question sur laquelle je m'interroge aussi, c'est quelle est la correspondance entre les intrants vraiment mis dans le méthaniseur et les injections annoncées parce que tout est fait pour injecter le plus possible. Donc, je pense que les capacités d'injection aussi sont grossies au départ et ce qui permet de mettre peut-être plus que 95 tonnes, même peut-être plus que 100 tonnes, surtout qu'il y a des fuites, il faut compenser les fuites. Donc, non, s'il a été agréé pour 95 tonnes et qu'il veut en mettre 99, je pense que personne… on ne peut pas parer ce genre de situation, à mon avis. Voilà. Je continue là? Allô? Oui. Oui, d'accord. Donc, mince, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais plus.
J'arrive plus à faire entrer. Alors, la mécanisation, pourquoi pas? Donc, la méthanisation pour valoriser des déchets. Donc, j'en ai un petit peu parlé. Selon la réglementation, des déchets, c'est une matière abandonnée par son producteur, car n'ayant plus d'usage pour lui. Ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'usage pour quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un qui met ses tontes à la déchetterie, il n'a plus d'usage pour ses tontes de pelouse, mais quelqu'un d'autre en aura. Donc, les déchets, les seuls déchets vrais, c'est ceux dont on peut vraiment rien faire. Ils sont enfouis ou incinérés, et donc ça va entraîner des gaspillages, des pollutions. Donc, les méthaniser permet de les réinsérer dans le cycle de l'économie circulaire et leur redonner de la valeur, ce qui va donner de l'énergie, plus réduire les déchets. Donc ça, c'est très bien. Mais en ce qui concerne, c'est très bien à condition qu'il n'y ait pas de pollution, enfin, etc., et que le bilan énergétique soit favorable, parce que ça coûte plus d'énergie de les incinérer que ce qu'ils produisent au bout. Il faut bien en faire autre chose. La méthanisation agricole, elle est basée, comme on l'a vu, sur des effluents d'élevage, des sous-produits, des produits végétaux et puis après des produits végétaux nobles. Moi, je ne vois aucun déchet là-dedans. Donc, ces matières ne sont pas des déchets, des sous-produits. D'ailleurs, l'INRA n'utilise jamais le mot de déchet, parle bien de produits résiduels, voilà, qui avaient un usage avant que l'agriculteur ne décide de les introduire dans son méthaniseur. Donc, moi, pour résumer la situation, je dis méthaniser du lisier, c'est absurde. Il y a très peu de carbone dedans, ce n'est pas méthanogène. Donc, il faut rajouter du carbone, du maïs qui va rajouter encore de l'azote et qui en plus va être minéralisé. Donc, il vaut mieux, quitte à utiliser du lisier avec son azote ammoniacal, il vaut mieux l'utiliser en direct, à condition de bien le gérer. Mais je ne vois pas pourquoi on gérerait bien la phase liquide du digestat sans être capable de bien gérer du lisier. Voilà. Le fumier, c'est une pratique, pour moi, c'est une pratique à haut risque avec par perte de matière organique, donc il ne faut surtout pas le faire. On a abordé le cas du compostage tout à l'heure. Je sais bien qu'en agriculture biologique, on composte beaucoup parce qu'on arrive à un produit qui est plus, voilà, qui est avec une capacité à amender les sols qui est meilleure et qui, s'il est bien fait, est de qualité. Donc moi, je n'ai pas dit que j'étais contre le compostage, hein, mais je dis qu'il n'est pas forcément à privilégier à chaque fois. Donc là, le fumier, je vais en reparler après parce que je vais reparler du bilan unique. Donc oui, aux épluchures de légumes, aux tontes de pelouse, aux tailles de haies, etc. Mais à condition qu'il n'y ait pas de meilleure alternative, et j'ai cité le compostage, et que le bilan énergétique et environnemental soit positif. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pollution, de nuisance, et qu'au moins ça produise de l'énergie plus que ça n'en consomme. Voilà. Donc les déchets, donc l'impact sur l'élevage. Alors déjà, le fait de considérer que les effluents d'élevage sont des déchets, eh ben, ça veut dire qu'on peut les augmenter sans contrainte. Hein, ce n'est pas comme les 15% de maïs qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on est pour les récolter, on est obligé de confiner les animaux en élevage toute l'année avec suppression du pâturage et alimentation à l'ensilage, parce que je ne vois pas comment on ne va pas aller ramasser les bouses dans les champs pour les mettre dans les méthaniseurs. Donc, plus de maïs, plus de soja, plus de mécanisation, plus d'énergie importée. Donc, voilà, déjà, introduire les effluents d'élevage considérés comme déchets dans un méthaniseur, ça pose en cascade tout un tas de problèmes. La limite de 15% de culture, alors ces cultures énergétiques encouragent les candidats à la méthanisation à agrandir leur cheptel, puisque comme il n'y a pas de limite aux intrants, s'ils ont plus de vaches à l'étable, ils auront plus d'intrants, et en plus, ça permet de lever la contrainte des 15% de culture énergétique. En plus, avec la suppression des quotas laitiers, il n'y a plus de limite à la taille des élevages. Alors, moi, j'avais une copine là, qui disait l'élevage, à une manif dernièrement, l'élevage ne doit pas être un sous-produit de la méthanisation. Mais c'est quand même un petit peu le cas aujourd'hui. Ça entraîne des surproductions de lait. Ce n'est pas grave, puisque de toute façon, le lait, on peut le mettre dans le méthaniseur. C'est même prévu dans les textes réglementaires que les excédents de production qui n'ont pas de débouché, on peut les mettre. Et je connais des cas où on met le lait dans le méthaniseur. Donc, on marche vraiment sur la tête. Hein. Voilà. Alors ça ne marche plus. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, ça. Alors, comment je vais faire? Je vais faire défiler. Alors, donc j'en ai déjà parlé un petit peu. La méthanisation pour gérer les excédents d'azote en Bretagne ou ailleurs, non, la méthanisation des lisiers comporte que 4 désavantages. Hein, de fournir peu de méthane, de devoir être complémenté par d'autres végétaux ou déchets qui apportent un excès d'azote. Voilà. D'augmenter les risques de pollution des ressources en eau, puisque l'azote passe de sa forme organique à sa forme minérale et devient acquiert les mêmes qualités qu'un lisier ou qu'un azote de synthèse.
ou qu'un engrais chimique de synthèse, qui est plus facile à épandre qu'un lisier, et de détourner les lisiers de leur fonction d'amendement engrais pour s'il y en a. Voilà, pour le peu qu'ils ont ces qualités. Donc, Pierre Rousseau est donc un ancien professeur d'Agrocampus Rennes qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Alors, impact sur l'autonomie azote des exploitations. Alors, bon, j'ai fait ce petit paragraphe, alors c'est là que c'est mal, je referai ma diapo, mais là, je l'ai faite en vitesse, donc elle n'est pas du tout jolie et très mal présentée, je m'en excuse, mais bon. J'ai fait ce paragraphe parce qu'on nous raconte toujours, c'est le maître mot, ah oui, mais maintenant qu'on a le digestat, on achète beaucoup moins d'azote. Alors moi, ça me laisse toujours assez perplexe parce que la capacité de la méthanisation à générer des économies d'azote chimique n'est pas démontrée. La méthanisation ne produit pas d'azote. L'azote du digestat, il vient forcément de quelque part. Donc, il a été introduit dans le digesteur comme un élément constitutif des intrants. Donc, soit dans la fertilisation apportée aux végétaux, qui est effectivement un maïs qu'on importe, il a été fertilisé avec de l'azote. Le peu d'azote qu'il contient a été apporté, ou l'alimentation protéique des animaux apportée par les effluents d'élevage. Donc, à moins d'introduire de nouvelles légumineuses dans le système cultural, dont l'impact ne pourrait être que limité, seule une importation de biomasse, alors je parle des légumineuses qui seraient mises en cive et qu'on mettrait dans le méthaniseur, mais on n'implante pas de la lucerne ou du trèfle pour quelques mois, quoi. Ce sont des cultures difficiles et coûteuses, donc pourquoi attendre la méthanisation pour développer les cultures de légumineuses sur l'exploitation agricole? Donc, seule une importation de biomasse exogène peut engendrer un supplément d'azote disponible sur l'exploitation agricole. Voilà. Donc, quand il y a plus d'azote, moi je dis, ce n'est pas la méthanisation qui produit l'azote, c'est de l'azote qu'on est allé prendre dans ce qu'on a introduit venant de l'extérieur. Donc, on n'est pas à toute chose égale par ailleurs. Hein, le résultat est peut-être là, mais la cause, ce n'est pas la méthanisation, c'est une importation. Les économies sont souvent, alors ça, j'ai découvert ça à la fois sur des exploitations en Bretagne, mais je crois que même dans Métalae, c'est l'étude Métalae de Solagro, c'est cité, les économies sont souvent réalisées dans des exploitations qui sont en économie structurelle d'azote, dont on ne voit pas en quoi surajouter l'azote minéral du digestat à l'azote minéral des lisiers permettrait de faire des économies, sauf à mieux gérer cet azote minéral. Ce qui pose la question, mais pourquoi avant, les agriculteurs, ils n'arrivaient pas à gérer l'azote minéral de leur lisier, alors que maintenant, quand ils le font passer par le méthaniseur et qu'il y en a encore plus, pourquoi maintenant ils y arrivent? Pour moi, c'est incompréhensible. Et l'épandage du digestat se heurte en réalité aux mêmes difficultés que l'épandage du lisier ou de la fertilisation azotée minérale. Donc, enfin, un point qui est très important, parce que quand j'entends Solagro qui dit « Vive la méthanisation pour que les rendements en agriculture biologique puissent se rapprocher des rendements en agriculture conventionnelle, parce qu'on va apporter aux plantes de l'azote minéral au lieu d'apporter de l'azote organique », je me dis, mais ils n'ont rien compris à ce que c'est que l'agriculture biologique, qui est exactement le contraire, c'est-à-dire de nourrir le sol qui va nourrir la plante et pas de nourrir la plante de façon intensive. Donc, la minéralisation accélérée de l'azote organique pendant le processus de méthanisation confère au digestat les mêmes caractéristiques que l'azote minéral de synthèse, qui certes permet à court terme une intensification de la production agricole, mais évitera difficilement à moyen et long terme les impacts négatifs de l'azote de synthèse sur la santé des plantes et l'humus du sol, parce qu'on sait bien que l'ammonitrate est l'apport d'ammonitrate sur les sols a bien sûr boosté les plantes, mais a aussi boosté les micro-organismes qui vivent sur l'humus des sols et qui donc se sont mis à travailler plus vite. Et une des causes de la perte de matière organique des sols, c'est bien l'usage abusif des engrais azotés. Et là, on est encore dans cette configuration-là. Donc moi, en tant qu'agronome, je ne comprends pas. Alors, les cultures énergétiques. Alors, on dit, oui, mais les cultures énergétiques, c'est pas grave, il n'y en a pas beaucoup, on n'en met que 15% dans le méthaniseur, et puis ça représente que dalle à l'échelle de la Bretagne, on a dit c'est 0,5% de la SAU. Ben oui, aujourd'hui peut-être, mais quand on aura 20 fois plus de méthaniseurs, ce sera différent, d'autant plus que la part des cibles augmente. Et donc, il y a une chose, moi, que j'ai vue instantanément, c'est que moi, j'ai eu l'habitude de faire des rations d'animaux en matière sèche, donc on ne compare pas... on ne compare pas 1 kg d'orge à 1 kg d'ensilage d'herbe, parce que ce n'est pas du tout les mêmes teneurs en matière sèche, donc ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, on compare toujours des matières sèches, jamais des matières brutes. Alors que là, on nous dit 15% en matière brute. Alors, moi, je me suis livrée à un petit. Ah là là, j'arrive plus à manipuler les.
Tu n'es plus en diaporama. Je ne suis plus en diaporama? Non. Alors, attends, peut-être que c'est parce que je ne suis plus en plein écran. Voilà. Là, c'est mieux. Et peut-être que là… Ah, voilà, c'est ça. Vous me voyez là? Oui, on voit ton écran. Voilà, donc je voulais juste faire CTRL+. Ah, voilà, c'est ça que je voulais faire. Je vais devenir bonne à force. Au bout du 12e webinaire, je saurais utiliser tous mes boutons. Enfin, j'ai vu que vous aviez un petit peu de mal aussi, ça me rassure. Donc, 15% des entrées en matière brute. Donc, moi, j'ai repris l'exemple de le petit exemple qu'on trouve tout le temps. 10 900 tonnes par an, ce qui fait 29,9 tonnes. C'est donc une ICPE en simple déclaration. Il n'y a rien à dire à personne. Ça fait quand même au moins 250 vaches et 400 truies. C'est quand même pas rien. Que ce soit un élevage ou plusieurs élevages, c'est quand même pas tout à fait rien. Je suis rentrée dans les clous des 15% de culture. Donc, mon maïs en silage, c'est donc une culture énergétique soumise au plafond de 15%. Donc, j'en ai mis 14,7%. Ça représente quand même, dans mon exemple, à 10 900 tonnes, 40 hectares, à 40 tonnes par hectare de matière brute, c'est-à-dire dans les 13 tonnes de matière sèche à peu près. Donc, ce n'est pas tout à fait rien. Et donc, j'ai complété par du lisier. Et donc, voilà mes apports. 9 300 tonnes de lisier, 1 600 tonnes de maïs pour arriver aux 10 900 tonnes. Combien ça fait en matière brute? Ah bah ouais, ça fait vachement de lisier, ça fait 85% et seulement 15% de maïs. Mais quand on applique après les taux de matière sèche, on se rend compte… Alors, j'ai un peu tiré les taux de matière sèche pour tomber sur les 50-50, mais je suis quand même pas très loin. Le lisier, c'est parfois un peu plus que 6%, mais pas tellement. Le maïs, c'est souvent à 33%, mais bon, donc je n'ai pas trop triché là, et puis ce n'est pas important pour la suite. 560 tonnes, donc en fait, en matière sèche, et c'est quand même la matière sèche qui contient la matière organique, ce n'est pas l'eau, on est à 50-50. Et après, quand on applique les pouvoirs méthanogènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, le lisier très peu méthanogène, 10 mètres cubes de CH4 par tonne d'intrants et le maïs 10 fois plus, on arrive finalement au bout du compte à une proportion de méthane produit par le maïs et le lisier qui est totalement inversée, c'est-à-dire mes 85% des lisiers produisent 35% du méthane et mes 15% de maïs produisent 65% du méthane. Donc nous dire c'est pas beaucoup, c'est que 15%, c'est une limite, ça évite les dérives, mais c'est complètement absurde. Ça fait quand même 40 hectares et c'est quand même le maïs qui apporte les 2/3. C'est un cas un peu poussé parce que j'ai du lisier et du maïs, mais des exemples comme ça, on en trouve, et sans doute avec ces chiffres-là, parce qu'avec du lisier de porc, voilà. Donc, alors je passe sur la suite parce que j'en parle plus loin. Donc, 15%, en résumé, la triple illusion, 15% sur les tonnages bruts, alors qu'en réalité, ça fait 50-50. Les données sont basées sur du déclaratif. Personne ne vérifie, c'est-à-dire si l'agriculteur, au lieu de mettre 40 hectares, il en met 45 hectares parce que d'abord, personne ne va venir vérifier. Et puis en plus que le silo de ces vaches, il est juste à côté, ou voire le même que le silo dans lequel il va prendre son maïs pour son méthaniseur, c'est pas possible de vérifier. Et donc, voilà, il est complètement… Vu la rentabilité dont on va parler tout à l'heure, des cultures vivrières qu'on se met à méthaniser, il est illusoire d'imaginer que les méthaniculteurs resteront leur recours aux cultures principales. Et d'autant plus que maintenant, il n'y a même plus besoin de respecter le plafond puisque les cultures principales peuvent être déviées vers un statut de culture intermédiaire, donc culture énergétique, enfin en CIV, quoi, c'est-à-dire culture intercalaire à vocation énergétique. Et là, il n'y a plus de limite. Donc, c'est ça que je vais vous parler maintenant. Donc, les CIV, parlons-en. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une CIV? Donc, définition des CIV. Culture intermédiaire à vocation énergétique. J'ai dû le dire ici quelque part, bon, rien de nouveau sous le soleil. Avant, on appelait ça des cultures dérobées, c'est-à-dire c'était une culture qu'on dérobait à la terre entre deux cultures principales. Alors, on a toujours vu faire ça. Par exemple, des cultures de raie gras sur 2-3 mois, on les prélève, on les ensilde avant de faire un maïs, et puis comme ça apporte de la nourriture aux animaux pendant l'hiver. Ou on les enfouit, ça apporte de la matière organique au sol. Donc, voilà. Donc, maintenant, elles ont été promues culture intermédiaire à vocation énergétique. Ça fait tout de suite mieux. Enfin, mais ça précise quand même un peu mieux leur rôle. Donc, tous les scénarios prospectifs recourent largement aux cultures dites intermédiaires implantées entre deux cultures principales. Et cette terminologie entretient l'illusion que ces cultures ne font pas concurrence aux cultures principales, mais s'y ajoutent. Voilà.
Donc, on a vu que ce soit dans le scénario AFTER, soit dans le scénario ADEME, ils disent non, non, nous, on ne met pas de culture principale, on ne met que des cultures intermédiaires. Alors, quelle tête elles ont, ces cultures intermédiaires? Il y en a en gros 2 grandes catégories, mais bon, je pense qu'un jour, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'imagination des agriculteurs pour trouver des échappatoires, je parle des agriculteurs intensifs qui veulent gratter tout sur toutes les réglementations pour essayer d'en faire toujours plus. Leur imagination est débordante. Et ça, le maïs en culture intermédiaire, je n'avais pas encore pensé avant qu'on en parle. Donc, les cultures intermédiaires d'hiver, c'est celles qui prennent place avant une culture ou qui va être implantée au printemps. Et après, donc, la culture de l'année précédente ait été donc récoltée. Donc, ça peut être une céréale, voilà, donc qu'on va récolter en ensilage, par exemple, donc avant d'implanter le maïs. Et les cives d'été, c'est un peu le contraire. C'est après une culture principale d'hiver qui aura été récoltée donc avant l'été. Par exemple, orge d'hiver qui est sur récolte de bonheur, colza ou pois. Il est possible d'implanter une cive d'été, orge de printemps, sorgho, biomasse, maïs, tournesol. Donc, on va beaucoup se développer. C'est du maïs qui va être implanté au mois de juin, quoi. Après la récolte de pois ou alors après la récolte de céréales immatures. Alors, qu'est-ce que ça apporte à l'environnement? En Bretagne, pas grand-chose, parce qu'on nous dit, c'est bien, ça va pomper l'azote du sol. Mais par exemple, la Bretagne, qui est entièrement en zone vulnérable, a l'obligation, depuis la directive nitrate européenne donc de 1991, de couvrir les sols. Donc là, en ce moment, je vois plein de sols qui ne sont pas couverts, et puis ce n'est pas avec l'eau qui est tombée dans les champs qu'il va y avoir des implantations. Donc les agriculteurs sont en infraction par rapport aux obligations de couvrir les sols. Mais s'ils peuvent pas rentrer dans leurs champs, ils ne peuvent pas. Mais c'est pas parce qu'ils vont appeler cive, ce qu'avant ils appelaient cipan, piège à nitrate, que ça va changer quelque chose. Ils peuvent pas rentrer, et ils n'auront pas de cive non plus. Donc la cive n'apporte rien par rapport aux solutions précédentes. Par contre, ça va avoir beaucoup d'impact sur les systèmes de production. Les cultures dédiées font concurrence. Je me suis trompée, ce n'est pas culture dédiée, là, c'est donc les cives qui font concurrence aux cultures vivrières dites principales. Il faut rayer ça, faut que je pense à changer ça. Le temps d'implantation de la culture principale se trouve raccourci. Par exemple, on va semer, si on doit récolter à l'automne une cive d'été, on va peut-être implanter le blé plus tard, ou on va peut-être récolter plus tôt, parce qu'on va semer le maïs plus tard, parce qu'il faut laisser le temps à la cive de pousser, parce qu'elle devient prioritaire sur la culture principale. Donc, impact sur des cives sur le rendement. À l'extrême, les cultures intermédiaires deviennent de facto des cultures principales au détriment des cultures principales dont la récolte est précipitée. Et c'est ce qu'on voit se développer maintenant en Bretagne. Le maïs qui est semé en juin après une récolte de céréales immatures en mai. Donc, on ensile le blé en mai au lieu de le laisser aller jusqu'à sa maturité. L'assolement est modifié, justement pour permettre à la cive de s'implanter dans de bonnes conditions. Donc, des cultures longues sont remplacées par des cultures plus courtes. Ça intensifie bien sûr les cultures et le travail du sol, parce qu'il faut remettre de l'azote, il faut éventuellement faire des traitements, enfin l'azote l'été, parce que l'hiver je pense que c'est interdit, mais ça dépend. Et donc plus de travail du sol, plus d'engins, plus de compaction, et puis surtout le gros problème, ça va être la concurrence pour l'eau du sol et pour les éléments fertilisants. Avec donc un recours accru à l'irrigation quand elle est présente sur l'exploitation, et nous on a un exemple bien connu, même en Bretagne, d'un exploitant qui, sous prétexte qu'il fait de la culture de légumes pour la conserverie, il a une retenue d'eau, mais bon, il récolte ses légumes au mois de juin, et puis après, il arrose son maïs pour mettre dans le méthaniseur, quoi. Là, alors qu'en Bretagne, on manque d'eau, c'est bien connu. Donc, les insolubles questions de fond. Alors, je ne vais pas revenir sur le bilan azote parce qu'on n'a pas d'outils vraiment pour conforter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est le bon sens qui me fait dire que je ne vois pas en quoi ça améliorerait le bilan azote, au contraire, la méthanisation. Sur le bilan hydrique, j'ai parlé des usages abusifs pour les cives, etc., mais là, c'est pareil. Alors, par contre, je vais vous parler du bilan humique. Alors, c'est très compliqué le bilan humique, je vais essayer de faire très vite, mais c'est une question sur laquelle on m'interpelle beaucoup et je n'ai pas encore réussi à mettre bien en place une façon pédagogique d'en parler. La méthanisation, moi j'affirme
je ne suis pas la seule, hein, les agriculteurs en général disent ça aussi. La méthanisation diminue le retour au sol du carbone organique du substrat digéré et concourt à l'appauvrissement du sol en humus, qui est la matière organique stable sur laquelle est basée toute la fertilité du sol. Alors, à Solagro, ils nous disent non, 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 parce que de toute façon, le méthane qu'on récupère, il aurait déjà été perdu avant de retourner au sol, donc on ne fait que prélever le méthane qui aurait été perdu, et ce qu'on rend au sol, c'est autant que ce qu'aurait rapporté le fumier non méthanisé. Alors, à l'INRA, je trouve qu'ils sont un peu gonflés parce qu'ils s'appuient sur des études en disant, vous voyez bien que, alors que moi, quand je regarde, enfin, surtout une étude dont je vais parler là, ben, je vois que l'étude dit le contraire. Donc, un extrait de ce qu'ils ont dit récemment, donc dans leur étude bibliographique INRA, au vu des différentes études, la séquestration de carbone dans les sols semble variable et dépendante des situations étudiées. Une séquestration supérieure est rapportée dans le cas des systèmes avec SIV, une séquestration équivalente sur le long terme dans le cas d'un apport de biomasse végétale et de ces différents produits digérés par des animaux et ou en méthanisation, jusqu'à une séquestration très réduite pour certains digestats pauvres en matière sèche et organique. Alors bon, évidemment que si dans notre digestat, il y a beaucoup de matière organique, on va en avoir plus à l'arrivée, et que si on a très très peu, on en aura moins à l'arrivée. Alors, ce qu'ils disent, c'est que, mais par contre, quand ils disent, alors, bon, je vais revenir après. Alors, ils disent, en revanche, on observe une diminution significative de l'apport en carbone labile dans le cas de l'utilisation de digestat. Alors, le carbone labile, déjà, c'est bien qu'ils le reconnaissent parce que c'est un peu le contraire de ce que disait Solagro, que je vous ai rapporté tout à l'heure. Le carbone labile, ça veut dire facilement biodégradable. Donc, ce sont toutes les chaînes courtes, les sucres rapides, hein, qui vont être très, très rapidement dégradés par les matières organiques du sol et qui sont aussi celles qui vont donner du biométhane. On vous dit, ben, de toute façon, ça serait parti. Non, et là, ils reconnaissent qu'une partie serait quand même partie dans le sol et que cette partie de carbone labile ne retourne pas au sol. Alors que, et ce carbone labile est extrêmement important pour le sol parce que c'est lui qui nourrit la première étape du fonctionnement du sol, enfin des matières vivantes, des micro-organismes donc, qui fonctionnent dans le sol. Donc, si on court-circuite cette étape donc, des premiers micro-organismes qui se nourrissaient de ce carbone labile, on dérègle complètement donc, tout le fonctionnement du sol. Donc, je suis quand même contente de voir pour une fois écrit ça noir sur blanc, qu'il y a vraiment une diminution du retour au sol du carbone labile dans le cas d'utilisation du digestat. Mais ils disent quand même, Thomsen et autres, hein, donc, et ses collègues, ont également observé que l'épandage de digestat obtenu à partir de biomasse végétale n'affectait pas la séquestration du carbone dans le sol sur le long terme par rapport à un retour au sol direct de cette même biomasse végétale. Voilà. Et un jour, une chercheuse de l'INRA nous a montré une infographie où je vais vous la montrer, où elle disait, vous voyez, ça change très très peu, c'est pas significatif. Et à la fin, il conclut, ben, c'est pas significatif. Non seulement c'est pas significatif, mais ça a aucun rôle. Et moi, j'ai calculé que non, ça diminue le retour, d'après cette étude, qui est la seule que je connaisse, ça diminue le retour au sol du carbone dans les deux cas qu'on va étudier, de moins 17 et de moins 15. Donc, alors je passe là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Donc, voilà l'infographie. C'est pas trop difficile à comprendre, n'ayez pas peur. Au début, c'est ma matière végétale. Cette matière végétale, c'est par exemple une culture de fourrage qu'on pourrait ensiler, qu'on peut soit ensiler et donner aux animaux ici, soit retourner pour mettre dans la terre, soit mettre dans un méthaniseur, et si on le donne aux animaux, ben, soit après on met les déjections directement dedans, ou soit les déjections, on les passe par le méthaniseur. Et cette chercheuse de l'INRA avait dit, ben, regardez, le carbone, au bout du compte, donc ici, vous avez donc sans passer par les animaux, et là, en passant par les déjections animales, regardez, ça passe que de 14 à 12 ici, et de 14 à 12 ici, c'est négligeable. Moi, j'ai dit, quand ça passe, déjà les deux baissent, et quand on passe de 14 à 12, ça ne fait pas moins 2%, hein, ça fait 14 moins 12, ou 12 moins 14 sur 14, ça fait, en calculant leurs chiffres précis, ça fait moins 17 ou moins 15%. Donc, ce n'est pas du tout négligeable.
Et je vous passe sur les calculs, mais je me suis amusée quand même à voir quel effet cette diminution de retour de carbone considérée comme non significative par les chercheurs avait vraiment sur le taux de matière organique du sol, sur la matière organique du sol. Et donc, j'ai ressorti mes cours, j'y connaissais rien, hein, j'ai tout réapprendre hein, sur les coefficients d'humification, de minéralisation, etc. Pour calculer de combien ça a impacté le retour de carbone dans le sol. Eh ben, en 25 ans, le taux d'humus diminue de 3 à 2,8%. Quand on passe par le méthaniseur, par rapport à une situation où on ne serait pas passé par le méthaniseur, on aurait le remis directement, à comparer avec l'objectif du 4 pour 1000 qui est au contraire d'augmenter de 3 à 3,3%. Donc, cette étude-là, qui est la seule qui compare vraiment des choses comparables, c'est-à-dire qui ne fait pas intervenir des intrants, des substrats venant de l'extérieur, dit le contraire des conclusions qu'affirment donc tous les promoteurs de la méthanisation et qui disent non, non, ça ne change rien. Si, ça change. En 25 ans, on passe de 3 à 3,2 à 2,8. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais comme on est sur des temps très longs et que dans les sols, ça évolue toujours très, très lentement, ce n'est pas du tout négligeable. D'ailleurs, on voit bien que pendant le même temps, le 4 pour 1000 dont on nous parle tant, ça aurait fait passer le taux de matière organique que de 3 à 3,2. Donc, la méthanisation joue contre le 4 pour 1000. Alors, je vous passe sur les détails du calcul ici. J'avais aussi simulé une situation où, justement, on augmente la matière organique dans le sol pour atteindre l'objectif de 4 pour 1000. Eh bien, si on méthanise cette matière organique, le 4 pour 1000 devient 1 pour 1000. Ça diminue par 4 l'impact. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter encore beaucoup plus le retour de matière organique dans le sol. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir ça parce que c'est un des arguments. Et ils nous disent, Thomsen a démontré que… Non, Thomsen a démontré le contraire. Thomsen a démontré que… C'est une chercheuse danoise. Hein, Thomsen a démontré que le retour dans le sol, c'est moins 15 à moins 17% et que ça a un impact des 3/4 sur le retour de la matière organique dans le sol. Alors, le bilan énergétique, donc en général, l'ADEME, etc., ils utilisent ce qu'ils appellent le taux de retour sur investissement énergétique. Moi, bon, j'aime pas trop, mais c'est surtout que je n'ai pas été habituée à ça. Moi, je suis une économiste, donc pour moi, un bilan, c'est sortie moins entrée et on voit ce qui reste, que ce soit des euros ou des kilowattheures. Là, j'écris un petit texte. Ceux qui sont intéressés, je leur laisserai le diaporama. Hein, je confierai à Virginie qui vous l'enverra, où j'explique que déjà, quand ils nous annoncent que, en fait, quelque part, là, l'ADEME nous dit le taux de rendement énergétique d'une installation, c'est-à-dire combien sortent sur combien j'ai rentré, se situe entre un facteur de 5 à 6, c'est-à-dire produit 5 ou 6 fois plus d'énergie utile nette que d'énergie consommée. Dans le meilleur des cas, on pourrait même atteindre 10. Eh bien, nous, on a cherché partout d'où sortait cette étude. Et bizarrement, dans l'étude avis d'expert méthanisation d'octobre 2023, donc c'est tout récent, toutes les pages qui abordent un certain nombre de chapitres comme ça, il y a toujours une petite note qui renvoie à une étude, sauf là, ça renvoie à aucune étude. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où ils sortent leurs chiffres. Et la seule chose que je peux répondre, c'est quand on a fait notre webinaire il y a 15 jours, justement sur le rendement énergétique, eh ben, l'ADEME n'était pas là. Voilà, alors qu'apparemment, ils avaient la réponse, puisque leurs experts avaient la réponse. Donc, ça interpelle quand même un petit peu. Moi, j'ai fait le calcul sur ce que j'ai trouvé sur l'exploitation de Jean-Marc Conneau, là, qui est en photo avec le foil là tout à l'heure, qui est donc notre grand méthaniculteur breton. Et lui, il annonce aussi 8. Et moi, j'ai refait le calcul chez lui, j'arrive à 4 ou 5 selon ce qu'on met dedans. Parce qu'effectivement, il fait intervenir beaucoup de déchets d'abattoirs. Donc, ça fausse complètement. Mais quand on veut avoir une conclusion sur l'impact d'une intervention sur un système, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Si à la fois fait de la méthanisation, mais qu'il amène moitié de déchets qui viennent de l'extérieur, on sait plus ce que rapporte la méthanisation. Donc, je vous passe là-dessus et je vais terminer très rapidement donc, sur le travail que j'ai fait dans le cadre du webinaire, donc FNE Bretagne, là, qui normalement était financé par l'ADEME et promu par l'ADEME, et l'ADEME n'est pas venu finalement. Donc, bon, on attend leur réponse. Et donc, moi, j'ai travaillé sur le bilan, entrée-sortie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est combien j'ai de kilowattheures en plus à la fin quand j'ai fait de la méthanisation. Ben, je peux vous dire tout de suite que ça dépend, mais que dès qu'on met des cultures énergétiques dedans,
Pour peu qu'on les prenne en compte dans les intrants, et bien sûr, il faut le faire, l'énergie, elle n'apparaît pas comme ça. Hein, s'il y a de l'énergie qui sort, elle est rentrée à un moment donné. Ce n'est pas le méthaniseur qui fait de la photosynthèse. Donc, il faut vraiment rentrer soit dans les intrants, soit en moins dans les sorties, l'énergie apportée par les cultures qu'on méthanise. Ben, on se retrouve avec un solde ridicule. Alors, j'ai fait ce petit dessin là pour vous montrer parce que c'est les agriculteurs et tous ceux qui s'intéressent un peu à la comptabilité, ils reconnaissent tout de suite hein, le crédit d'un compte de résultat avec la production et puis le débit, les consommations intermédiaires et le solde qui est le résultat, c'est-à-dire bénéfice ou perte. Donc, si j'injecte, mais sauf que ce n'est pas des euros que j'ai, ce n'est pas non plus, je ne sais pas quoi, des taux de la matière organique dans le sol, ce n'est pas un bilan unique. C'est des mégawattheures, c'est de l'énergie. Si j'injecte 40 mégawattheures dans le réseau, ben, si je suis GRDF ou l'agriculteur ou la communauté de communes, je vais brandir un drapeau. Ouais, j'ai produit 40 mégawattheures d'énergie, c'est formidable, ça alimente, je ne sais pas combien, 10 ménages, ça dépend combien on considère que le foyer consomme. Et moi, j'ai dit, mais non, pas du tout. Ça a consommé. Pour qu'on puisse injecter ça a consommé. Et combien ça a consommé? Alors ça, réponse nulle part. Donc, moi, j'ai fait plusieurs hypothèses et comme je ne vais peut-être pas trop avoir le temps de développer parce que, enfin, je vais voir, moins 20, pas tout à fait moins 20. La suite, les 40 mégawattheures, je ne les ai pas choisis tout à fait par hasard. C'est-à-dire, c'est à peu près ce que permet d'injecter un hectare de maïs. C'est-à-dire, si vous avez un hectare de maïs avec 40 tonnes de matière brute, une tonne de maïs produit à peu près 1 mégawattheure en passant par les pouvoirs méthanogènes, enfin, etc. Et les 60 là, je ne les ai pas choisis tout à fait par ailleurs, c'est ce qui est contenu dans mon hectare de maïs à l'origine, c'est-à-dire si j'ai 13 tonnes de matière sèche, je ne sais pas combien de kilocalories que je transforme en kilowattheure ou en mégawattheure, c'est à peu près ça que je rentre. Donc déjà, je commence par la fin, mais si j'ai rentré pour 60 mégawattheures de matière qui contient, ça ne va pas plaire à Daniel, mais je le dis quand même comme ça, qui contient 60 mégawattheures d'énergie, bah déjà, ça n'en sort que 40 à la sortie. Donc, bien sûr, la méthanisation consomme de l'énergie et je ne peux pas dire que… voilà, il faut bien les enlever. Donc, ça ne me fait pas 40, ça me fait moins 20 si j'entre cette énergie, si j'entre dans mon débit, donc les 60 mégawattheures que j'ai entrés dans le méthaniseur pour en sortir que 40. Bon, si je veux faire comme Jean-Marc Onneau ou la dame ou je ne sais pas quoi, je vais prendre que 5 mégawattheures, mais ça, c'est juste les intrants pour cultiver le maïs. Et si je suis quand même un petit peu plus honnête, je vais quand même rentrer un peu quand même les autres énergies qui sont consommées, l'amortissement du bâtiment, enfin, etc., du méthaniseur, les transports, et ça va me faire 12 mégawattheures. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que selon ce qu'on va mettre ici, soit on met 0 et on dit que ça produit 40, soit on met quand même 5 et on dit que ça produit 35, soit on met 12 et ça produit que 28, soit on met 60 et ça produit moins 20. Donc, la question du solde de la méthanisation, solde énergétique de la méthanisation, eh ben, selon ce qu'on veut nous montrer, ça va aller de 100% à moins je ne sais pas combien. Donc, voilà. Alors, moi, je suis une économiste comptable bête et disciplinée. Il ne peut pas sortir autre chose que s'y rentrer. Et dans un compte de résultat, on rentre toutes les charges et on n'en laisse pas de côté parce qu'on a envie de grossir le cadre. Un tout petit mot sur ce schéma qui est celui de Solagro, Planète Solagro, celui que j'utilisais autrefois. Donc, je n'ai pas inventé ma démarche. C'est exactement la leur. C'est-à-dire, eux, ils comptaient, quand je vous ai dit que les exploitations en agriculture durable, des réseaux, là, ils sortaient plus d'énergie que les autres, c'était avec cet outil-là. Hein, combien d'énergie est produite, combien j'ai rentré d'énergie directe, combien j'ai rentré d'énergie indirecte, et je faisais le bilan et les exploitations en système en agriculture durable, ils produisaient globalement plus d'énergie que les autres. Ils avaient un bilan positif alors que les autres avaient un bilan négatif. Voilà, donc je vais passer, donc j'ai fait tout un exemple beaucoup plus complet. Je suis désolée, je suis obligée de passer vite, mais si ça vous intéresse, donc il n'y aura pas de souci pour que je vous le laisse. Quelles sont les alternatives? Utiliser directement les hectares de culture détournée. Des hectares détournés. Hein. Donc, pour par exemple en faire du combustible dans des chaufferies collectives, ce serait peut-être mieux qu'aller déforester partout autour de Gardanne et très loin, c'est-à-dire quitte à utiliser mon hectare de blé plutôt que de le transformer en maïs pour un rendement nul dans un méthaniseur, peut-être qu'il vaut mieux que je brûle directement, paille comprise ou pas paille comprise selon que j'ai besoin de matière organique.
Et donc là, ça me libère les calories contenues dans ma matière, hein, qu'on peut calculer. C'est ce que j'ai calculé quand j'ai dit que le maïs fait 60 MWh, enfin, des choses près. On peut aussi, à la limite, comparer avec la production d'agrocarburants liquides, éthanol, diesel, etc. Je ne suis pas pour, hein. Je pense que le rendement est très mauvais, c'est ce que j'ai noté, mais à la limite, est-ce qu'il est plus mauvais, quitte à faire quelque chose qui n'est pas bon? Est-ce que c'est pire que de faire de la méthanisation? C'est même pas sûr. Ce qui me plaît beaucoup plus, c'est le photovoltaïque raisonné, c'est-à-dire pas couvrir des dizaines ou des centaines d'hectares, mais là, sur l'exemple, je ne voulais pas montrer mon exemple précédent, mais dans mon exemple, le vrai exemple que j'ai vraiment construit là, avec les diapos sur lesquels je suis passée vite, j'ai 80 hectares de maïs qui passent dans le méthaniseur et 3 hectares qui sont utilisés pour construire le méthaniseur. C'est l'emprise au sol. Ben, rien qu'en mettant des panneaux photovoltaïques sur seulement 3 hectares, je produis beaucoup plus d'énergie, sous forme d'électricité. Ce n'est pas du gaz, ce n'est pas tout à fait les mêmes qualités, mais quand même, on a aussi besoin d'électricité. Je produis beaucoup, beaucoup plus d'énergie que de transformer du maïs en méthane, tout simplement parce que quand j'utilise du maïs, je passe par la photosynthèse, qui a un très mauvais rendement. Merci Daniel Châtaignier de m'avoir appris ça, je ne m'en étais même pas rendu compte. Et donc, par contre, si je fais du photovoltaïque, le photovoltaïque, il absorbe directement les photons. Alors, le rendement n'est pas de 100%, mais il est quand même nettement meilleur. Et dans mon cas, au lieu d'avoir 300 MWh de production, j'en ai 2700. Et les 80 hectares que j'avais dans mon exemple, ils sont sauvés, donc ils peuvent servir à faire autre chose. Voilà, le bilan climatique en matière de gaz à effet de serre, je ne l'ai pas fait. Et le bilan économique, je voulais quand même en dire un mot et je vais terminer là-dessus. J'ai modélisé un exemple, parce que ça, c'est très important. Il y a une époque, on parle tant des MAEC. Moi, je n'arrête pas de dire à mes copains de la conf qui défendent les MAEC, et moi avec eux, j'étais à Paris quand ils sont allés sur l'esplanade des Invalides, là, il y a un mois, là, pour demander que l'État respecte ses engagements. Mais j'ai dit, faites valoir que les MAEC, ça produit beaucoup plus d'économies d'énergie que les méthaniseurs qui produisent quasiment rien ne produisent, quoi. Donc, j'ai modélisé une exploitation qui ferait 500 hectares, donc c'est une ou plusieurs exploitations, avec les 15% de CIV, et donc soit 75 hectares de maïs. Non, pardon, 15%, c'est le plafond, je respecte le plafond de culture énergétique et 15% de CIV en tonnage d'intrants, et j'avais fait le calcul, c'est mon exemple que je ne vous ai pas montré. 6000 MWh injectés. Quelle consommation d'énergie? Les 2000 MWh, c'est ce que j'ai calculé comme étant à peu près le tiers incompressible que de toute façon un méthaniseur consomme pour pouvoir injecter, c'est-à-dire c'est les moteurs, c'est l'électricité, c'est les transports et c'est l'amortissement de tout ce qu'il a fallu pour construire le bâtiment, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Et les 3700 MWh, là c'est l'équivalent de mes 75 hectares de maïs qui rentrent dans le méthaniseur. Comme ils disparaissent, il faut bien que je les enlève quelque part. Donc, ce que j'appelle le coût énergétique du détournement des 75 hectares. Donc, je me retrouve avec une production nette qui est ridicule. 300 MWh, on nous annonce 6000 MWh, en réalité, en net, c'est 300 MWh, avec un taux de retour sur un investissement énergétique qui n'est pas de 5 ou 6 ou 8, mais qui est de 1,05, 6000 sur les 5700 que j'ai utilisés, les 2000 plus 3700. Le prix de vente du biométhane étant de 150 € par mégawattheure au moins en ce moment, très cher. Le prix du gaz fossile sur le marché mondial étant, j'ai regardé les prix récemment, donc on est quoi? On est le 11 aujourd'hui, donc 36, le 8 €, 49 €. Donc depuis plusieurs mois, il est inférieur à 50 € le mégawattheure. Donc moi, j'ai retenu 50 €. Donc, quand un agriculteur vend 150 € son mégawattheure, ou que GRDF l'achète ou je ne sais pas qui, il touche une subvention indirecte de 100 € par mégawattheure. 100 € par mégawattheure sur 6000 mégawattheures. Mais si moi je dis qu'il n'en produit que 300, vous vous rendez compte un petit peu de la subvention que ça fait? Si vous ne vous rendez pas compte, je vais vous présenter le calcul. Le montant de la vente, donc, c'est bien 6000 mégawattheures à 150 €, 900 000 €. Soit, si je ramène... Alors, je sais bien que ce n'est pas les 75 hectares qui ont tout produit, mais c'est quand même les 75 hectares de terre qui disparaissent. Ça fait 12 000 € par hectare ramené à la surface de culture énergétique détournée. Et la subvention est égale à peu près aux 2/3, donc 100 € sur 150 €, 600 000 €, ça fait 8 000 € par hectare ramené toujours à la surface
de culture énergétique détournée. Même si ça produit que 40% du biométhane, c'est quand même cette surface-là qui permet de produire une bonne partie du gaz. Donc, je dis, mais quand on voit ça, mais pourquoi les agriculteurs s'embêteraient à faire du blé? Alors, j'ai regardé combien ça... Vous allez me dire, hein, il y a des agriculteurs, je pense, en public, combien rapporterait un hectare de blé cultivé et vendu classiquement? Alors, je suis allée voir, j'ai plus les prix en tête, je suis allée voir sur Internet, j'ai pu me tromper. Un blé à 70 quintaux de rendement et 5 tonnes de paille, à 210 € la tonne et 50 € la tonne de paille, ça fait 1 700 €. Comparé, hein? Qui va encore vouloir faire du blé à 1 700 € alors qu'on peut obtenir des sommes mirobolantes? Et donc là, je termine en disant, oui, si on essayait la sobriété, ben la sobriété, c'est de faire ce que proposent de faire les MAEC. Et je me suis appuyée sur un calcul que j'ai fait autrefois, justement, ce dont je vous parlais, comparer des exploitations et de devenir. La différence à l'hectare entre un système intensif et un système économe, c'est de 2,5 MWh par hectare. Si je multiplie ça par mes 500 hectares, j'obtiens 1250 MWh. Voilà, c'est-à-dire 250 MWh pour une exploitation de superficie moyenne en Bretagne. 1250 MWh sur 500 hectares, au lieu des 300 tout à l'heure liés à la méthanisation. Donc, bon sang, pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas les MAEC si vraiment on veut sauver l'énergie dans notre pays? Surtout que ça coûterait infiniment moins cher, parce qu'un méthaniseur, ça coûte très très cher, vous avez vu, et avec 600 000 €, on pourrait financer 60 MAEC sur des exploitations qui permettraient chacune de faire 250 € d'économie d'énergie. Voilà. Conclusion, je suis scandalisée bien sûr par les renoncements, comme vous, hein, par les renoncements de ce gouvernement et des exactions scandaleuses de la FNSEA. L'aveuglement impardonnable de certains écologistes, suivez mon regard, et la collusion avec toujours de certains d'entre eux avec les lobbies énergétiques, hein, voilà. Et puis l'avenir de l'agriculture qui est abandonné aux énergéticiens et au pouvoir financier. Agriculteurs et agronomes out, c'est pas moi qui le dis, c'est Jeanne Cadieu dans son étude là qu'elle a présentée il n'y a pas longtemps, où elle disait, bah oui, un des problèmes, c'est que ce ne sont pas les agronomes qui font la politique énergétique de ce pays, mais ce sont les énergéticiens. J'en ai terminé. Voilà. Merci beaucoup, Régine. Il nous reste Voilà. une dizaine de minutes pour un temps de questions. Un quart d'heure. Alors, je voulais juste dire ceci, s'il y a des questions, vous pouvez envoyer, vous passerez par Virginie, hein, si vous avez des questions qui vous restent en suspens. L'histoire du méthaniseur, là, de l'augmentation, je vais regarder. Hein, donc, posez les questions, Virginie me les transmettra, et puis je répondrai. Hein, voilà, sur ce à quoi je ne peux pas répondre là maintenant. Oui, donc maintenant, je vous écoute. Oui, il y avait une question. Alors, compte tenu de la dépendance de l'agriculture au gasoil pour les tracteurs, peut-on envisager une unité de méthanisation collective via une CUMA, par exemple? Pourquoi pas par la voie sèche, pour éventuellement alimenter les tracteurs au biogaz et ne produisant pas exclusivement pour le méthaniseur? Ou bien est-ce stupide, car si on produit du biodiesel, par exemple, on est bien plus vertueux, ou tout autre système pour l'autonomie énergétique? Moi, je n'exclus aucune solution de méthanisation pour peu qu'elle réponde aux critères que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le retour de la matière organique au sol soit suffisamment, qu'il y ait vraiment un œil dessus, c'est-à-dire, j'en ai discuté avec René Loy, par exemple, qui a longtemps été qui est toujours membre de la conf, hein, etc. Et lui, il disait, mais chez moi, on a des sols, on produit trop de matière organique, on a des sols gonflés, donc on pourrait très bien méthaniser une partie de nos effluents. Donc, aucun problème. Si c'est collectif, il y a un méthaniseur qui vient d'être inauguré là, dans un coin de l'île-et-Vilaine. Bon, j'ai un copain paysan qui est allé voir, il m'a dit, bon, ça ne me paraît pas trop. Oui, bien sûr. Alors, reste à savoir s'il faut en faire du biogaz. Ou autre chose, c'est-à-dire le biogaz, ça donne un digestat. S'il y a vraiment une très grande attention à la qualité des intrants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange de lisier, de porcherie industrielle, parce que je vois ça, porcherie industrielle, et puis un agriculteur qui fait du lait bio, qui met aussi et qui va récupérer le digestat avec tous les pesticides, etc. Donc, qui sort de l'élevage de porc, moi ça me gêne beaucoup. Donc, si ce qu'on met dans le méthaniseur est propre, que le digestat est propre et qu'il suffit, il n'y a aucun souci. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut faire du biogaz pour les tracteurs ou est-ce qu'il faut faire de l'huile en direct?
peut-être qu'il vaut mieux consacrer une partie de la sole en colza ou je sais pas quoi, récupérer l'huile pour le tracteur, et puis après on a le tourteau de colza pour les plantes. Mais la question du rendement énergétique se pose et la question des alternatives se pose. De toute façon, moi, si on me dit méthanisation ou pas, j'ai dit ça dépend. En général, c'est catastrophique. 95%, il ne faut pas. Mais il y a certainement 5-10% qui sont acceptables à condition d'étudier les alternatives et de voir s'il n'y en a pas des meilleures. Et là, bon, à vue de nez, je ne sais pas, à vue de nez, je dirais, c'est quand même pas mal aussi de mettre de l'huile parce que ça simplifie un peu les systèmes. Ça n'oblige pas à mettre un méthaniseur qui est quand même coûteux et puis on récupère le tourteau. Mais j'ai rien contre. Hein. Je pense, c'est de toute façon, et je pense que Daniel Le Châtaignier sera d'accord avec moi, je pense qu'il est très important que ce soit d'abord les exploitations qui soient servies, que la méthanisation contribue d'abord à l'autonomie énergétique, à leur autonomie énergétique. Et donc, si la méthanisation, s'il y a des sous-produits qui ne sont pas utilisables et que c'est mieux que d'aller les mettre à la poubelle, oui, bien sûr, s'il faut mettre un peu de maïs dedans, mais pourquoi pas, voilà, donc, bon, je ne suis pas contre, mais il faut voir. Voilà. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, la présentation de Régine vous sera bien envoyée et le webinaire a été enregistré. Je vous enverrai également le lien pour pouvoir le revoir ou le diffuser en replay. Il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas s'il y a des réactions ou des questions. Il y a une autre question. Ne doit-on pas, pour tous les déchets, préférer le compostage à la méthanisation? Cela permettrait de garder davantage de carbone organique dans la terre nourricière. J'ai déjà répondu. Oui, Marie, la question avait déjà été posée. Merci. Ouais. J'ai dit que en fait, j'avais une grosse interrogation sur l'intérêt du compostage qui certainement est de meilleure qualité que n'importe quel digestat, mais je ne suis pas convaincue que ça retourne plus de carbone au sol et que ça dépend du contexte local, de besoins en compost ou pas. Je pense que je ne sais pas. Là, je pars de systèmes, vous avez bien vu, moi je m'appuie beaucoup sur les systèmes où il y a de l'élevage et trop d'élevage. Je ne connais pas les systèmes céréaliers, par exemple. Donc, peut-être que dans des systèmes céréaliers, il faudrait plutôt composter des intercultures pour être plus sûr de la qualité de la matière organique qu'on ramène dans le sol plutôt qu'un digestat qui quand même contient beaucoup d'azote organique. Donc, je dis ça dépend. Voilà. Ouais, je veux bien poser une question. Oui. Moi, ce qu'on voit beaucoup chez nous, c'est Claude là. Oui, ce qu'on voit beaucoup chez nous, c'est des céréaliers en fait qui montent des méthaniseurs et du coup qui travaillent essentiellement avec des cives, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais. Mais par contre, ce qui doit pas être, enfin, ce qu'on voit dans la nature qui doit pas être trop légal, c'est qu'ils font des cives les unes après les autres. C'est-à-dire qu'ils font effectivement les céréales immatures ensilées. Après, ils font un maïs qui vient pas à maturité, donc ils ensilent aussi pour le méthaniseur. Tout va dans le méthaniseur. Il n'y a plus de culture principale. Oui. Donc ça, après, je sais pas, c'est sans doute un problème de contrôle sur le fait que… Non, mais c'est la loi. Non, mais non. De toute façon, ça a été fait de telle sorte qu'ils puissent faire ça. Parce que l'histoire de culture principale et de CIF, je pense que c'est la déclaration PAC. Donc, je pense qu'il est pas, je pense pas qu'il soit contrôlé sur le fait qu'ils vont récolter en grains leur culture. Mais je me suis posé exactement la même question parce que, enfin, je connais bien le Tarn-et-Garonne. Là, on a une maison de famille là-bas. Donc, et effectivement, tout en bas, là, il y a un gars qui faisait du maïs. Semences, enfin c'est irrigué, mais alors vraiment, quand je vois ce qui se passe en ce moment, irrigué à tout beurzingue, la route est continuellement hyper trempée, enfin, etc. C'est une honte. Et là, justement, il y a un méthaniseur qui vient de se monter. Et on voyait au 1er mai, ils ensilaient une céréale, je ne sais pas quoi, je pense que c'était du seigle. Et puis, cet été, forcément, il y avait du maïs. Alors, je ne sais pas où est allé. Je pense que les deux, effectivement, comme tu dis, les deux sont allés dans le méthaniseur. Alors, la réponse, je ne l'ai pas. Laquelle est la culture principale? À mon avis, il va choisir ce qui va l'intéresser, c'est-à-dire il a probablement intérêt à mettre le seigle en culture principale parce que le maïs aura un plus fort rendement. Enfin, je ne sais pas quoi. Je pense qu'il y a des bidouillages à faire qui permettent
d'avoir plus finalement de résultats de tonnage en cive qu'en culture principale. Donc, oui, mais ça fait partie des dérives. Moi, au début, les systèmes céréaliers qui ont les terres nues l'hiver, qui perdent complètement leur matière organique, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dans le Nord, là où une des causes des inondations, là, dans le Pas-de-Calais, c'est quand même, on le savait, hein, la perte totale de matière organique liée aux pratiques culturelles des agriculteurs, plus d'élevage, pas de couverts végétaux, pas de haies, enfin, etc. Donc, des terres à 1% de matière organique ou 1,5%. Donc, c'est vrai que je me dis que si grâce à la méthanisation, ils mettaient des couverts végétaux l'hiver et que, tant pis, ils vont les méthaniser, pourquoi pas. Mais on assiste, alors ça poserait quand même d'autres problèmes, quand même, de surexploitation intensive des terres, mais c'est vrai que du coup, on intensifie les cives parce que c'est ça qui rapporte. Et on a toutes les dérives telles que tu les présentes, y compris l'irrigation. Parce que quand tu mets un maïs au mois de juin, alors là, le cas dont je parle, là, dans le Tarn-et-Garonne, de toute façon, lui, il a tout le temps ses arroseurs en fonctionnement, donc c'est pas difficile, mais même en Bretagne, quoi. Il y a aussi la concurrence au sol, parce que on sait que la meilleure réserve d'eau du sol, c'est la matière organique, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'eau verte, c'est l'humus du sol qui stocke une bonne partie d'eau qui est restituée progressivement. S'il n'y a plus de matière organique, il y a déjà beaucoup moins de réserves. Bon, eux, ils s'en foutent, mais dans les endroits où on n'a pas d'irrigation, on ne s'en fout pas. Et si on exporte encore plus de cultures, même en faisant des cultures au lieu d'une, alors sur l'agro, ils appellent ça massifier. Ils disent on massifie la production de biomasse et on n'ampute pas la production de la culture principale. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est complètement faux. Et ça pose c'est généralement faux et on va aller de plus en plus vers des dérives parce que le plus gros problème de la méthanisation, c'est quand même le prix de rachat. C'est-à-dire, si on n'avait pas des prix de rachat exorbitants, les agriculteurs, ils ne seraient pas tous en train de foncer dessus. Hein, ils feraient le calcul, et puis ils feraient le calcul en particulier en fonction de la recherche d'autonomie énergétique locale, et ce serait très bien. Mais dès lors que les prix sont exorbitants, tout est bon et tant pis pour la qualité du sol et tant pis si on vend plus de blé. De toute façon, on vendra le biogaz 4 fois plus cher que ce qu'on aurait vendu le blé. Donc, non, c'est un problème. Mais je connais moins ces systèmes-là, mais j'en entends parler. Et là encore, on va dire c'est de la dérive, mais non, parce que bon. C'est écrit d'avance. On sait bien que quand on achète entre 150 et 180 euros le mégawattheure de biogaz, de biométhane, évidemment que les agriculteurs vont foncer là-dessus, qu'ils vont trouver tous les artifices pour contourner les réglementations. Je n'ai pas plus de réponses que ça sur cette question-là, mais moi, c'est aussi ce que j'aurais répondu à Solagro. Je répondrai à Solagro s'il venait m'envoyer cet argument. Une dernière question ou réaction? Alors, c'est moi qui vais vous poser une question. C'est à peu près clair ce que je vous ai dit, parce que je vous dis, c'est la première fois que je fais sous cette forme-là, cet exercice, et je peux être amenée à le refaire. Alors, j'ai passé des chapitres complets, mais vous les aurez si vous voulez le diaporama, et puis je pense que ça se tenait quand même à peu près, mais bon, je ne sais pas. C'était compréhensible ou les gens qui ne connaissaient pas trop l'agriculture ont été vraiment… Moi, je trouve que c'était quand même assez dense. Enfin, il y a des moments qui sont denses, où il faudrait beaucoup plus de temps pour bien comprendre la démarche. Après, bon, en gros, on a quand même compris où tu vas en venir, mais c'est vrai qu'il y a des moments il va falloir qu'on répluche ton… Ouais, tu me diras, parce qu'après ça, je pense qu'on me redemandera de le faire et je pense qu'il faudra que je vois Le problème, c'est que en 2 heures, on ne fait pas grand-chose, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Et puis, j'ai essayé quand même de donner un panorama assez large. Il y a peut-être des choses aussi qu'il faut que je supprime, hein. Peut-être, hein. Selon le public, on peut axer plus sur la partie agricole et moins revenir sur le cycle du carbone. Mais encore, je n'ai pas passé tellement de temps. Mais bon, j'ai passé du temps sur mon histoire, mais en même temps, c'est un peu celle de tout le monde, quoi. C'est un peu caractéristique de un peu où en sont encore certains et quel cheminement j'ai fait pour arriver maintenant à dire, mais c'est n'importe quoi. C'est dans l'ensemble, quoi. 90% des cas, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, mais tu me diras hein, ce que je peux enlever, développer, modifier.
La seule chose que je peux faire, c'est vous donner le diaporama et que vous réfléchissiez les choses qui vous intéressent. Mais merci Régine. Oui, vas-y. Un grand merci. J'envoie donc le diaporama et puis le lien de l'enregistrement du webinaire. Merci à tous pour votre participation. Et puis, peut-être à une prochaine fois autour du même sujet ou d'un autre. Et puis, bonne santé à Didier. Hein. J'espère que là, il y a des petits problèmes de santé. Là, ça me désole. Voilà. Merci à vous. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, peut-être. Au revoir. Au revoir.